On en pense ce qu'on veut, ok, d'Elon Musk, Tesla, de son virage politique. Le fait est que le mec a quand même réussi, de son vivant, à créer 4 boîtes qui valent plus d'1 milliard. Et le mec, il te dit que ce qui est responsable de Tesla et SpaceX, c'est le raisonnement en principe premier dont on va parler aujourd'hui. Personnellement, à mon humble échelle, à mon humble niveau, je suis loin de toutes les personnes qu'on a vues et dont on a parlé aujourd'hui, qu'on soit clair, mais tout ce que j'ai accompli dans ma vie, qui sort ne serait-ce qu'un petit peu d'une lot, qui sort qu'un petit peu de la norme, provient de l'utilisation de ce mode de raisonnement. Écrire mon premier livre à 21 ans, être doué à l'école sans rien foutre, obtenir la meilleure note de France, double 20 aux épreuves des dissertations de culture générale HEC sans avoir lu un seul livre, vaincre ma timidité, me faire des amis, réussir à séduire des femmes qui me plaisent, gagner de l'argent, créer des business de zéro, les faire fonctionner, construire des audiences sur les réseaux, faire des millions de vues, avoir des opportunités, un réseau, vivre des expériences de fou, kiffer ma vie, être heureux, et faire en sorte que tu cliques sur cette vidéo. J'ai pas été exhaustif, mais on s'en fout en fait de ma vie, tout ça, tout ce que j'ai réussi à faire, et qui sort un petit peu du lot, ça tient, et c'est grâce au principe premier, à ce raisonnement au principe premier que j'applique dans ma vie. Et dans ce cours, justement, ce qu'on va faire, on va voir comment marche le fonctionnement au principe premier, comment tu pourras l'utiliser dès ce soir pour te démarquer, te construire la vie de tes rêves, mais aussi comment, en le comprenant, tu pourras éviter de te faire manipuler, notamment par moi, prendre les meilleures décisions et résoudre tes problèmes complexes, tes problèmes graves dans ta vie. Ok? Mais avant ça, pour que tu puisses comprendre comment l'appliquer dans ta vie, tu dois absolument prendre conscience de comment tu raisonnes actuellement. Comment tu fais actuellement avec ton cerveau pour te forger une opinion, un avis, comment tu prends des décisions, comment tu résous tes problèmes actuellement, quelle est ta façon de réfléchir actuelle, et pourquoi justement la manière dont tu utilises cette réflexion peut t'empêcher d'obtenir la vie que tu désires vraiment. Alors, au sommaire, partie 1, les 3 raisonnements basiques et leurs limites que tu utilises, le raisonnement émotionnel, le raisonnement identitaire, et le pire de tous, mais le plus commun, on verra c'est quoi, petit teasing. Et partie 2, on va rentrer dans le concret direct. On verra la définition rapide d'un principe premier, qu'est-ce que c'est, de quoi je parle, le raisonnement en principe premier et pourquoi tu dois absolument l'utiliser dès maintenant, si tu veux pas avoir une vie de merde, tout simplement. Et ensuite, la méthode concrète pour l'utiliser, que j'appelle la méthode VPPS. Tac, 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 je te spoil un peu. On verra comment te faire un avis grâce au principe premier. Et on va déterminer est-ce que je suis un fils de pute. Comment se faire une opinion sur un sujet grâce au principe premier, comment prendre une décision sans conséquences graves grâce au principe premier, comment on prend une décision à l'inverse complexe grâce au principe premier, genre par exemple, faut-il que je pardonne une tromperie? Tout le monde dit généralement, ouais, moi je pardonne pas, etc. Quand ça t'arrive vraiment, qu'est-ce que tu fais, ok? Ou alors, comment j'ai résolu moi-même un problème qui durait depuis des années en 2 semaines grâce au principe premier, mon écriture de médecin, et comment se différencier malgré la concurrence, grâce au principe premier, notamment on verra un exemple de comment percer dans le rap. Et je te rassure, il n'y aura pas un freestyle à la fin, j'ai jamais fait de rap de ma vie. Et on va partir avec la façon dont tu réfléchis actuellement, et pourquoi c'est de la merde. Voici les 3 types de raisonnement, et tu vas les comprendre, ok? On va commencer avec le raisonnement émotionnel, c'est le raisonnement le plus basique. Le raisonnement, c'est, si je ressens ça, c'est que ça doit être vrai. C'est-à-dire que tu réfléchis, penses le monde, tes problèmes, et prends des décisions à travers le prisme de tes émotions. D'accord? Je vais te donner des exemples directs, très concrets. Exemple, cette personne a tous les red flags du monde, ok? Elle me traite même peut-être comme de la merde, ou alors j'arrive pas à me projeter avec elle, il y a des choses constitutives d'une relation que j'ai envie d'avoir et qui ne se retrouvent pas dans cette relation, mais bon voilà, je l'aime, je le ressens au fond de moi, il y a personne qui m'a jamais fait ressentir ça. Alors bon, vas-y, tant pis, je tente. Fuck les statistiques, on va déjouer les probabilités. Peut-être que c'est différent, peut-être que c'est ça l'amour. Ça, raisonnement émotionnel. Autre exemple, putain, j'aimerais bien faire ça, avoir ça. Mais bon, j'ai peur. Peur de pas y arriver, peur de passer pour un con. Et si je ressens que j'ai peur, c'est peut-être que c'est pas fait pour moi, que c'est pas le moment, peut-être que je suis pas encore prêt, qu'il faut que j'attende d'avoir telle chose, telle chose, telle chose, avant. Du coup, je le fais pas. Raisonnement émotionnel. Dernier exemple, tu te retrouves en face d'une personne qui a dit quelque chose ou qui a fait quelque chose qui t'énerve, qui déclenche ton ego, qui te pique, qui a dit quelque chose avec lequel tu n'es profondément pas d'accord. Donc, tu n'écoutes pas, tu t'énerves, tu insultes peut-être cette personne, tu te braques, tu n'essayes pas de la comprendre, comprendre son point de vue, de toi-même te remettre en question, tes croyances. Raisonnement émotionnel. Alors, je parle de raisonnement ici, mais tu le vois bien, dans ces situations-là, tu ne réfléchis pas vraiment. Tu suis juste ton cœur, ok? Et il est là, tout le problème du raisonnement émotionnel. C'est l'effet Disney. Le problème du raisonnement émotionnel, c'est que la base de la réflexion, avant même de réfléchir, sans réfléchir même, c'est qu'est-ce que je ressens? Que me dit mon cœur? Et ça, je pense que les films Disney et autres films
ont un rôle là-dedans, parce que qu'est-ce que tu vois dans tous ces films-là à chaque fois, c'est ah, il faut suivre son instinct, il faut suivre son cœur, etc., etc. Si tu le ressens au fond, c'est que c'est vrai. Mais le problème, c'est quoi? Tu n'es pas ce que tu ressens. Ce que tu ressens, ce n'est pas la vérité. Ce que tu ressens, c'est une perception de la réalité. En réalité, ce que tu ressens, c'est une information que t'envoie à ton cerveau, parce qu'il a des mécanismes de défense et d'évitement de la douleur. Si on regarde la psychologie évolutionnaire, c'est un truc qui est codé au fond de nous. On a des systèmes, des mécanismes d'évitement du danger. Et donc, le moindre risque, tout ce qui peut potentiellement euh, t'envoyer des émotions négatives, te faire ressentir de la douleur, de la peine, de l'effort, du sacrifice, bah en fait, ton cerveau, c'est mort pour lui. Il veut pas. Du coup, il va t'inciter à choisir systématiquement les solutions de facilité. Justement, les moments où tu le sens, où les émotions négatives associées sont absentes. Alors que la clé, en réalité, très souvent pour obtenir ce que tu veux dans la vie, malheureusement, c'est le dépassement de tes émotions. Bien souvent, quand tu veux t'élever, te différencier, obtenir ce que tu désires vraiment dans la vie, ça passe inexorablement par la transcendance des émotions. Les émotions de la gêne, de la peur, de l'ego, de la jalousie, les plaisirs de court terme. Ok? Et c'est même, si on fait un parallèle avec l'entrepreneuriat, c'est quoi le premier test entrepreneurial? Beaucoup, souvent, les gens se disent que c'est l'argent, c'est l'échec, etc., etc. Mais en fait, c'est quoi le premier test? Le premier test, et même de manière générale, même pas seulement dans l'entrepreneuriat, mais pour obtenir ce que tu veux, c'est ok, j'ai peur, je ressens ça, mais je ne suis pas défini par ce que je ressens. Donc j'y vais quand même. C'est pareil pour le courage. Je ressens que j'ai peur. Le courage, le véritable courage, c'est quoi? C'est ne pas faire attention aux circonstances et y aller quand même. Pareil, on a vu l'exemple, ok, j'aime cette personne, je le ressens au fond de moi, mais par un raisonnement adéquat, je comprends qu'elle n'est pas faite pour moi. Alors je stoppe. Et ça m'évite de souffrir par la suite. Ok, là, il y a un truc qui m'énerve, mais je reste calme, je prends sur moi, j'essaie de comprendre pourquoi ça m'énerve, quelle est la réalité au-delà de ce que je ressens, parce que j'entrevois les conséquences aussi de mes actes impulsifs. Mais attention, je ne dis pas que c'est un raisonnement qu'il faut proscrire absolument, même s'il y a des failles. Je suis même pas sûr que ce soit possible, parce que je parle de ça, c'est un raisonnement que j'utilise moi aussi, parce que les émotions, tu les reçois, des fois c'est compliqué de les contrôler. Ce que je dis simplement, c'est qu'il faut éviter que ce soit ton raisonnement par défaut, que tu te laisses contrôler par lui. Il vaut mieux l'utiliser pour des décisions peut-être peu importantes, ou quand tu as vraiment peu d'informations à ta disposition et peu de temps pour prendre une décision. Parce que oui, l'instinct, ok, des fois, ça peut être intéressant, d'accord? C'est juste le par défaut. Donc ça, c'était pour le raisonnement émotionnel. Maintenant, voyons un raisonnement un petit peu plus ancré, un petit peu plus deep, et un peu plus divertissant, le raisonnement identitaire. Je ne ferai pas de commentaires sur les photos que j'ai choisies pour l'instant. Le raisonnement identitaire, c'est je suis, donc je pense. L'inverse de Descartes, je pense donc je suis. C'est l'inverse. C'est je suis, donc je pense. Je m'explique. Au cours de ta vie, tu t'es forgé une identité. Une identité qui provient de ton ou de tes groupes d'appartenance. Je m'explique. Un groupe social d'appartenance, c'est tout simplement le ou les groupes auxquels tu appartiens et qui influencent ta façon d'être, de penser ou d'agir. Ça peut être ta famille, ok, tes amis, l'école, ta classe même, ça peut être un club, par exemple un club sportif dans lequel tu es, une activité que tu fais, ton travail, ta culture, la société dans laquelle tu vis, ton quartier, tes voisinages, ou même, très souvent c'est le cas, ta religion. Ok? Et en fait, ces groupes que tu te crées tout au long de ta vie, ils sont importants parce qu'ils te donnent des valeurs, ce qui est bien ou mal selon eux, selon le groupe, des règles, ce qu'il faut faire ou ne pas faire, et un sentiment profond d'identité. Et ça, c'est un truc qui est ancré en nous, on a besoin de ce sentiment d'identité. Savoir, ça te permet de savoir qui tu es, à qui tu appartiens, d'où tu viens, à quoi tu peux te rattacher en tant qu'être humain. Ça donne du sens même à ta vie. Et ça, c'est un truc qui a été mis en évidence pour la première fois par Robert Merton, qui a été le premier à parler de ces histoires de groupes d'appartenance et de référence, mais on verra pas groupe de référence aujourd'hui, on s'en fout, ce sera dans un autre point. Et ce qu'il a montré, c'est que la plupart des gens se définissent énormément, justement, par leur groupe d'appartenance. Et ça provient de son livre Social Theory and Social Structure, 1949, je ne saurais pas le lire en anglais. Et c'est donc de là que vient la base de ta réflexion quand tu utilises le raisonnement identitaire. Moi, je suis une personne comme ça, donc je ne fais pas ça. Moi, je viens de tel endroit, donc je pense comme ça. Donc, je dois faire ça, je dois me comporter de telle façon. Ok? Et c'est là qu'on va rentrer dans les exemples. Premier exemple, Case Départ. Peut-être que tu l'as déjà vu, ce film. Moi, je trouve que c'est un film que je trouve très drôle. Et ça m'a fait penser à ce film, ce raisonnement-là, parce que dedans, justement,
Le propos profond de ce film, c'est justement le rapport à l'identité, notamment le rapport à la négritude, pour être plus précis, mais en gros, il met en parallèle deux hommes, justement, qui sont dans leur identité, qui sont prisonniers de leur identité. Deux hommes noirs qui vont vivre le fait d'être noirs de manière différente. À droite, on a le noir qui voit son identité à travers le fait d'être noir, et justement, qui justifie toutes ses exactions dans la vie, tout le fait que sa vie ce soit de la merde par le fait juste qu'il est noir. Le racisme, condition de ses ancêtres, etc. Alors qu'en fait, ce sont juste ses mauvais choix qui font qu'il est comme ça. Et quand je parle des trucs qu'il fait, il va en prison, il traite mal sa fille, il raquette des enfants, il a raquetté une grand-mère, enfin bref. Et tout ça, il met ça sur le compte du fait qu'il est noir. De l'autre côté, t'as l'autre, j'ai oublié son nom dans le film, Fabrice Eboué, du coup on va l'appeler comme ça, qui lui rejette son identité noire et veut être plus blanc qu'un blanc. C'est-à-dire que dans son identité, justement, toutes ses actions, tous ses raisonnements vont être faits à travers le prisme de je ne suis pas noir. Moi, je suis comme vous, je suis blanc. Et justement, dans le film, ce qui est intéressant, c'est que on les renvoie à l'époque de l'esclavage, justement, pour se rendre compte qu'en fait, qu'ils acceptent leur identité et leur nature. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu plein de fois dans ma vie, cette espèce de conditionnement identitaire. Un exemple de ça, c'est quand il y a quelques années, j'avais eu en coaching, puisque je faisais du coaching orientation pro, j'avais créé une méthode qui me permettait de trouver la voie de n'importe qui, ok, et je faisais du coaching orientation pro, et j'ai commencé par des étudiants d'école de commerce, ok. Et bien, un des étudiants que j'avais eu, quand on avait travaillé et on l'avait fait réaliser une introspection, il m'a fait sortir, moi, je veux pas gagner plus de 3 000 € par mois, c'est mort. Moi, j'ai été assez surpris. En fait, il n'y a pas de souci là-dessus. Il peut vouloir ça, il peut vouloir ne pas gagner autant, mais en fait, ça me semblait bizarre. C'était assez catégorique, et donc du coup, j'ai essayé de creuser pourquoi, et pour savoir, est-ce que c'était vraiment une volonté de sa part, ou alors est-ce que c'était plus profond que ça. Et quand je creuse, je m'aperçois qu'il me dit non mais moi je suis une personne des quartiers, personne dans mon entourage gagne autant, donc moi je sais pas, je me sentirais mal à l'aise, je me vois pas gagner plus que ça. Et résultat, il y avait plein de voies qui potentiellement pouvaient l'intéresser, plein de chemins, plein de parcours, qu'il se refusait parce que moi je viens pas de là, c'est pas fait pour moi. Et quand je lui ai fait prendre conscience de ça, ce qu'il m'a répondu m'avait choqué, il m'avait dit non mais, enfin j'ai un bagage, j'ai une histoire, genre comment veux-tu que j'aille plus loin que ça, genre comment veux-tu que je m'extirpe de ça. Toute sa vie était basée par son prisme identitaire. Je suis une personne noire, donc je pense que j'ai droit à ça, donc je pense que certaines choses sont faites pour moi, certaines choses sont faites pour d'autres personnes, etc., etc. Conditionnement mental, raisonnement identitaire. Mais il n'y a pas que les noirs, il y a aussi les ingénieurs. Par exemple, je connais des gens, c'est des ingénieurs, et leur prisme de raisonnement, c'est je suis un ingénieur, j'ai fait des études techniques, j'ai fait des études scientifiques, je suis un scientifique, je connais la vérité, moi je me base sur des faits, etc. Je suis une personne intelligente. Résultat, moi je suis un homme de science, je crois pas en ça, tout ce qui n'est pas scientifique n'a pas d'intérêt ou de valeur. Raisonnement identitaire. Et on en vient à ma petite image du début, je suis une personne de gauche ou de droite, donc par principe. Par principe, je suis d'accord avec telle ou telle mesure politique, par principe, je discute avec telle ou telle personne, je pense comme ça, et tous ceux qui ne pensent pas comme moi sont des fachos, tous ceux qui ne pensent pas comme moi sont des idéalistes débiles, ou à l'inverse, tous ceux qui ne pensent pas comme moi sont inhumains, tous ceux qui ne pensent pas comme moi n'aiment pas la France. Ça, ce sont des raisonnements identitaires. Et avant de passer à pourquoi c'est de la merde, du coup tu t'y attends, il y a quand même un avantage au raisonnement identitaire. En fait, le raisonnement identitaire, si t'as la bonne identité, ça peut passer. L'exemple qui m'a fait me rendre compte de ça, c'est que pour un business que j'ai, je fais des interviews de personnes, ok. J'ai rencontré un mec lambda, ok, un mec de type bon soldat, qui a fait des bonnes études, il venait d'une famille pas méga aisée, mais en gros c'est un peu le gagnant du jeu scolaire, si tu veux. Il s'est retrouvé dans une bonne école de commerce, après il a réussi à avoir un job prestigieux dans une très grosse boîte de conseil, aujourd'hui il gagne plus de 120 000 € par an, à 26 ans, il vient de se marier avec une jolie femme, et c'est un peu le profil qui fait ce qu'on lui dit, tu vois, bon élève, qui... Et aujourd'hui, factuellement, il vit sa meilleure vie. Il est profondément heureux. Tu sais, j'ai rencontré beaucoup de personnes à travers mes business qui sont dans des jobs prestigieux, dans des carrières, des trucs comme ça, et qui, au fond, tu te rends compte très rapidement qu'ils soit ils sont pas heureux, soit ils sont pas alignés, soit il y a un truc qui manque, soit ils se mentent à eux-mêmes. Mais lui, c'était assez choquant. Il était profondément heureux. Et en fait, c'est parce que son identité, d'ailleurs, il avait quand même l'intelligence de, tu vois, d'avoir une ouverture d'esprit, tout ça, il nous posait des questions et tout. Mais il n'a jamais remis en cause son identité, ce qu'il voulait, parce que ça fitait parfaitement avec sa vie et avec ce qu'il voulait. Est-ce qu'il s'est posé la question de ce qu'il voulait plus? Je ne sais pas, mais si ça lui convient, comme ça, c'est parfait.
Mais bien souvent, le problème, c'est que c'est pas le cas. Et c'est bien ça le problème. Comment tu fais lorsque ton identité rentre en confrontation avec ce que tu veux secrètement? Comment tu fais quand tu es tellement conditionné que tu ne te demandes même pas est-ce que ta vie, si tant est que ta vie c'est de la merde, qu'elle pourrait en être autrement? Ou si tant est que tu as des problèmes que tu as envie de résoudre et qu'en fait ce soit pas juste le destin. Ou que, genre, c'est pas juste mon bagage, c'est mon histoire qui fait ça, c'est d'où je viens, nanana. Non, ok. Il est là le problème du raisonnement identitaire, c'est d'une part le carcan, d'une part les raccourcis et l'absence de réflexion, encore une fois. Le carcan, c'est quoi? Prison Break, c'est que t'es en prison. C'est que ce mode de pensée, en fait, il te rend prisonnier de ta propre identité sans même que tu t'en rendes compte. Et c'est ce qui va te faire constamment céder au biais de confirmation. Un biais de confirmation, très rapidement, c'est une tendance naturelle qu'ont les êtres humains à privilégier les informations qui confortent leurs préjugés, leurs idées reçues, leurs convictions, leurs hypothèses. Ça veut dire que les faits concrets, ils s'en battent les couilles, ils se posent pas la question, ils vont surévaluer ce qu'ils croient, ils vont exacerber tout ce qui va confirmer leurs croyances préalables et ce qu'on leur a dit. Et ça, en fait, avoir ce raisonnement par défaut, encore une fois, bah ça peut te rendre arrogant, penser que t'as tout compris, ça peut te donner des difficultés à te remettre en question, une incapacité à voir le monde tel qu'il est vraiment, de comprendre les règles. Ça peut te rendre incurieux, et incurieux, j'ai cherché, ça se dit. Hein. Tu vas te cantonner uniquement à ce que tu connais, t'es peut-être fermé d'esprit, incapable de capter les tendances et les secrets. Parce que quand t'es prisonnier de ton identité et de tes croyances et de ce qu'on te répète en permanence, et que tu ne réfléchis pas, tu ne penses pas le monde tel qu'il est, mais tel qu'on t'a dit qu'il est, en fait, des fois, tu passes à côté de secrets. Des secrets potentiellement pour gagner de l'argent, pour obtenir des opportunités, des tendances économiques. Parce que tu vas te dire, ouais, mais pourquoi mon groupe m'en a pas parlé? Si c'était vrai, ça se saurait. Des choses comme ça. Ça te rend aussi extrêmement fragile. T'es tellement attaché à la sécurité et le confort de ton identité que tout ce qui te sort un peu de ton cadre te dérange, te fait peur, te déstabilise. Admettons sur des choses que tu n'as jamais fait. Moi, je me souviens quand j'étais en prépa, que je faisais mes études, je marchais dans la rue avec un pote, et à chaque fois, on parlait souvent de meufs et tout, et il me disait putain, elle est belle et tout. Et je lui disais, bah pourquoi tu vas pas l'aborder? Et il me disait, bah non, moi je fais pas ça, moi je suis pas quelqu'un comme ça, moi. Pourquoi? Qui est-ce qui a déterminé comment tu es à la base? Pourquoi? Parce qu'il a peur de l'image qu'il pourrait renvoyer dans la société. Ça provient d'une peur profonde, l'identité, le raisonnement identitaire, qui est la peur du rejet du groupe, justement. Et elle est tout à fait normale, puisque à une certaine époque, si tu te faisais rejeter du groupe, ça signifiait la mort. Donc on a intégré en nous cette peur du rejet du groupe. Donc tout ce qui sort un petit peu de l'identité qu'on s'est forgée nous fait peur, nous déstabilise, encore une fois, nous dérange. Et c'est pour ça que ça peut nous rendre très lâches. Ça peut nous rendre lâches parce que le pire qui puisse t'arriver, c'est l'exclusion, le rejet du groupe. Et donc en résulte une peur extrême du regard des autres, surtout de tes pairs, qui t'empêchent de faire des choses qui t'attirent vraiment, et parfois qui te font sortir du lot, justement. Et ça tient à un fait, là encore, il s'agit d'un raisonnement, on a parlé de raisonnement identitaire, mais là encore, ce n'est pas un raisonnement. Tu ne réfléchis pas quand tu as le raisonnement identitaire, surtout quand il est par défaut. En fait, tu fais un raccourci dans ta tête. Et la plupart des gens qui pensent comme ça, en fait, sont tellement conditionnés qu'ils ne réfléchissent même plus. Tu ne te poses même pas la question de ce que tu veux vraiment, de ce qui est le mieux pour toi. Pourquoi? Parce que quelqu'un, le groupe en l'occurrence, a déjà décidé à ta place. Et là, nous allons passer au pire de tous les raisonnements qui existent, et le plus commun, qu'on utilise tous, ok? Le raisonnement par analogie. Je te le dis tout de suite, c'est le plus vicieux. On l'utilise tous, même les personnes très intelligentes, parce qu'en fait, ça te donne justement l'impression d'être intelligent, l'impression de faire des choix rationnels, ok? Et donc, de quoi on parle quand on parle de raisonnement par analogie? Raisonner par analogie, c'est quand, au lieu de réfléchir par toi-même, tu utilises ces trois raccourcis mentaux. L'autorité, la preuve sociale, les narratifs, pour raisonner, penser le monde, prendre des décisions, résoudre tes problèmes. Le raisonnement avec l'autorité, c'est que, au lieu de réfléchir, quand tu as un problème, quand tu as une situation, quand tu dois te faire un avis, tu vas te poser la question, que disent les entités qui ont un statut, qui sont supérieures à toi, qui ont une légitimité perçue à tes yeux? Je t'explique tout de suite, par exemple, que disent mes parents là-dessus? Que dit l'État? Que disent les news? Que disent les scientifiques là-dessus? Que disent les célébrités? Que disent les experts sur le domaine? Exemple, mes parents me disent ça. Ils me veulent du bien, et puis ils ont plus d'expérience que moi. Donc, je ferais mieux de les écouter. Ou alors, non mais là c'est un médecin qui m'a dit ça. Et attends, il a fait 15 ans d'études, il doit quand même savoir de quoi il parle. Ok.
Ou alors, bah, on le dit aux infos, surtout sur plusieurs infos, tout le monde le dit, ça doit être vrai, pourquoi ils mentiraient, genre. Ou alors, non mais ça, on m'a appris ça à l'école. Ok? Ça, c'est tu relais ta réflexion et ton jugement sur des arguments d'autorité, sur des facteurs d'autorité. Ensuite, le deuxième type de raisonnement par analogie, c'est la preuve sociale. C'est, au lieu de réfléchir par toi-même, tu vas te dire, que font les autres? Que pensent les autres? La preuve sociale, c'est quoi? C'est considérer que si plusieurs humains font une action, c'est qu'ils ont bien une raison de le faire, et souvent une bonne raison de le faire. Donc, je devrais faire pareil. Et c'est là, j'ai mis cet exemple du relais de l'entrecôte, mais généralement, qu'est-ce qu'on dit? Si un restaurant, il a des bonnes notes, bah, c'est qu'il doit être bon. Ou alors, si un restaurant, on voit qu'il y a beaucoup de monde à l'intérieur, c'est qu'il est forcément bon. Ok? Sinon, les gens n'iraient pas. Pourquoi ils iraient si c'est pas bon? C'est logique. Ok? On part du principe que les gens sont rationnels un minimum. D'accord? Autre exemple, plus concret, tout le monde dit que lui, c'est un fils de pute. Tout le monde dit que elle, c'est une pute. Ok? Bah, si tout le monde le dit, c'est que ça doit être vrai. Il n'y a pas de fumée sans feu. Ou alors, il y a beaucoup de monde qui fait la queue, comme sur la photo, ou bien il y a beaucoup de monde qui veulent ça, qui veulent aller là, qui ont acheté ça. Il doit bien y avoir une raison. Exemple dernièrement, tu l'as peut-être vu, les laboubous. Tout le monde a ça, tout le monde l'a, donc tu as envie de l'avoir aussi. Tu te dis que le truc, c'est juste un nounours bizarre, un porte-clés bizarre que tu attaches à un sac, et tout le monde le veut, parce que tout le monde l'a. Tu comprends l'idée? Ou alors, oui, mais tout le monde fait ça, donc je vais pas prendre le risque de faire autrement, de faire différemment. Si tout le monde le fait, faut que je fasse pareil. Et on en vient au troisième raisonnement, l'un des plus sous-cotés, je dirais, ou peut-être le plus vicieux, ou le moins perceptible, et le plus compliqué à comprendre, naturellement, c'est le raisonnement par les narratives. Coucou Léa Salamé, ok. Le raisonnement, c'est qu'est-ce que je sais là-dessus? Quand t'as un problème, quand t'as une situation, quand il y a un truc dont t'es pas sûr, qu'est-ce que je sais là-dessus? Qu'est-ce que j'ai déjà entendu sur ça? C'est ça la base de la réflexion. Et pour te donner une définition de la narrative, que j'ai créée moi-même parce qu'il n'y en a pas énormément, c'est la vérité générale sur le bon chemin à prendre. Ce qu'il faut penser de telle ou telle chose, de telle personne. C'est un peu la pensée conventionnelle, ce qu'on appelle la doxa. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qui est possible, pas possible de faire, qui est le méchant, qui est le gentil. Et ça, ces vérités générales sont propagées généralement à l'école, aux infos, c'est pour ça que j'ai mis cette très chère Léa, par tes parents, par ton groupe social d'appartenance qu'on a vu tout à l'heure. C'est par exemple, moi j'ai envie de faire ça. Ok, je le sais au fond de moi, je le ressens, mais bon, on m'a dit que quand même, c'est important d'avoir un diplôme et un CDI avant, si je veux être en sécurité, donc je fais ça et puis on verra après. Ou alors, moi j'ai envie de faire ça, mais on le sait, dans cette industrie, si on veut réussir, il faut du piston. Donc c'est mort, en fait. Ou alors, putain, moi j'ai trop envie d'essayer ça, mais on m'a dit que c'est nul. Ça marche plus, ou on sait que ça paye pas. Bon bah, j'y vais pas, ça marche pas, on me l'a dit. Raisonnement par analogie, on croit aux narratives. Mais là, peut-être qu'en te disant un peu tout ça, puisque tu t'en doutes que je vais te dire que c'est de la merde, tu te dis, mais je comprends pas, il est où le problème avec ces types de raisonnements? Ce sont des raisonnements qui sont plutôt logiques, même probabilistes, genre. On va voir. Problème numéro 1, same shit. En gros, encore une fois, le problème de ce raisonnement, c'est que tu vas baser tes pensées, ton jugement, tes décisions, tes actes, sur ce que les autres pensent et sur ce qu'on te dit. Et, je te l'accorde, c'est normal de raisonner comme ça. On l'a vu comment le cerveau fonctionne, il fonctionne en raccourci, ok? Donc si tu commences à remettre en question tout ce qu'on te dit et tout ce que tu dois faire, etc., tu peux pas vraiment avancer. Et puis bon, j'ai envie de te dire, c'est des raisonnements quand même qui sont pas cons, c'est assez logique. Genre, si tu t'y connais pas dans un domaine, tu vas te référer à des gens qui s'y connaissent. T'as plus de probabilité comme ça de réussir en te basant sur des gens qui savent de quoi ils parlent, parce qu'ils ont travaillé le sujet pendant longtemps, ou bien qui sont déjà passés par là, qui ont des expériences et tout ça, et qui te donnent leurs conseils, que si tu réfléchis par toi-même, logiquement. On est d'accord? Deuxième point, la preuve sociale. Genre, ok, je suis désolé, même si c'est un biais, admettons, la preuve sociale, que ouais, il y a plein de gens qui réfléchissent comme ça, t'as plein de gens qui font pareil, donc je vais faire pareil. Mais bon, c'est quand même rationnel, genre, t'as plein de gens qui le font, et genre, s'ils le font, c'est qu'il y a une raison. Et pareil pour les narratives. Comment savoir si c'est vraiment une idée reçue? Enfin, c'est quand même des savoirs qui se transmettent. Si c'était possible de faire autrement, ça se saurait, quoi. Donc c'est un type de raisonnement, le raisonnement par analogie, qui est plutôt utile, ça permet de gagner du temps, en fait. Alors, oui, c'est utile, si c'est pour des petits trucs du quotidien, des problèmes mineurs, des choses pas très importantes, ouais, y a pas de souci, tu peux faire comme ça. Ou encore quand t'as pas le temps, c'est le même truc que pour le raisonnement émotionnel. Maintenant, non, c'est pas bon, c'est même dangereux,
quand c'est pour te forger une opinion, prendre des décisions qui impactent directement ta vie, ton bonheur, résoudre des problématiques importantes. Je vais te donner un exemple tout de suite, le choix d'orientation. Comment font la plupart des gens pour choisir l'orientation ? 90% des gens font comme ça. Mes parents m'ont dit que c'était bien. Que font mes amis ? Je vais faire comme eux. On dit que ça gagne bien, qu'avec ça, je serai pas au chômage, je serai en sécurité. Voilà comment les gens font leur choix d'orientation. Et bizarrement, j'ai dit 90% font comme ça, il y a peut-être 90% des gens qui kiffent pas leur taf, qui sont en dépression, qui sont pas heureux mais qui se mentent à eux-mêmes et qui se pètent un câble à 40 piges. Ok ? Bizarrement. Et pourquoi ? Parce que, en fait, l'autorité, la preuve sociale, les narratives, et on y reviendra, ok, de comment les utiliser à ton avantage, mais dans d'autres principes, en fait, ces raccourcis-là, ils sont dangereux. Et ils sont dangereux parce que, deuxième problème, ils ne sont pas fiables. Et on va aller tout de suite là-dessus, tu vas comprendre, ça t'est jamais arrivé que, preuve sociale, tout le monde dit que cette personne-là, cette meuf-là, c'est une pute, ou que ce gars-là, il est méchant, une personne qui a une mauvaise réputation. Peut-être que toi-même, on t'a déjà attribué une réputation, d'accord ? Qui n'était pas la vérité. Et en fait, quand tu apprends à connaître les gens, ou si c'est toi-même, tu le sais, ce n'est pas la vérité. Pourtant, tout le monde le pense, et tout le monde agit en conséquence. Dangereux. Autre exemple à la con, hôtel, restaurant bien noté, belle photo sur Insta, et pourtant ça t'est jamais arrivé d'aller dans ça, de voir même les avis sur internet et tout, les photos, et puis tu te rends compte qu'en fait, c'était de la merde. L'hôtel était sale, ou bien il y avait des choses que t'avais pas anticipées dans l'hôtel, ou bien la bouffe elle était pas si bonne que ça en fait au restaurant. Et en fait tu t'es fait pigeonner, t'as payé beaucoup trop cher pour ce que c'est. C'était jamais arrivé ? Autorité. Mauvais diagnostic de médecin. On reprend mon exemple de tout à l'heure, ouais mais c'est un médecin, il a 15 ans d'études, il sait quand même de quoi il parle, tu vois. Bah ça c'est un biais, c'est un argument d'autorité. Mais dans les faits, mon père, il a commencé à avoir mal au dos il y a 2 ans, ok ? D'un coup, je sais pas pourquoi, dans le bas du dos. C'est au bout du 5e médecin qu'on a finalement trouvé ce qu'il avait et qu'on lui a donné une solution adéquate. Et pendant tout ce temps, il a fait 4 infiltrations. Je sais pas si tu sais ce que c'est qu'une infiltration, mais tu douilles sa race, ok ? Pourtant, c'est au bout du 5e. Et chacun des médecins était sûr de ce qu'il avait. Et avait dit, tu as ça. Dans les faits, c'était des conneries. Autre exemple, plus récent, mon grand-père. Mon grand-père, le pauvre, il a les artères un peu bouchées, et il devait se faire opérer. On lui avait même donné une date d'opération. Et quelques temps avant, il passe voir l'anesthésiste, et l'anesthésiste lui dit « Putain, mais c'est quoi ce bordel ? Vous avez pas fait tel test avant ? Mais c'est hyper dangereux, surtout à votre âge, il a 90 ans, ça peut être hyper dangereux, pourquoi on vous a pas fait faire les tests ? Moi, j'accepte pas l'opération si on ne vous fait pas faire les tests. » Pourtant, t'avais des médecins avant qui avaient validé l'opération. Ok ? Quels sont les dommages engendrés ? Dernier exemple à la con, mon chien. Mon chien avait des calculs à la vessie. On est allé voir un veto. Le premier veto a dit « Il faut l'opérer. Le chien, là, c'est très urgent. Bon, c'est risqué. Ok, il peut peut-être mourir durant l'opération. Il y a un risque qu'il se réveille pas. Mais il faut l'opérer. C'est hyper urgent et tout ça. Sinon, il va souffrir et tout. » On est allé voir par précaution un deuxième veto, puis un troisième veto. Les deux ont dit qu'ils n'ont rien vu. Et que le chien va bien. Et qu'en fait, il faut changer son régime alimentaire et tout. On a changé son régime alimentaire. Le chien, il a 15 ans. Il va toujours bien. Mais ok, je laisse les médecins tranquilles. Autre exemple, on recommence. L'État, est-ce qu'il sait toujours ce qu'il fait ? C'est une figure d'autorité, on devrait avoir confiance en lui, etc. Est-ce qu'il sait toujours ce qu'il fait ? Est-ce qu'il prend toujours les bonnes décisions ? Covid. Bref, je vais pas donner d'exemple là-dessus, j'ai pas envie de finir dans la merde. Et pareil, sur les news, est-ce qu'il n'y a pas toujours des fake news, en vrai ? Même plein, t'as jamais vu ça, que dès qu'il y a une fake news, t'as tous les médias qui reprennent la même fake news, et après on se rend compte que c'est pas ça, mais on passe dessus. Maintenant, passons aux narratives. Narrative, c'est par exemple à mon époque, quand j'étais au niveau du bac, t'avais la moitié de ma classe qui voulait faire ingénieur. Pourquoi ? Parce qu'on entendait partout que les ingénieurs ne seront jamais au chômage. Que les ingénieurs seront toujours en sécurité, qu'il y aura toujours du boulot pour eux. Résultat, j'ai 2 potes ingénieurs, ok ? T'en as un, il a fait une bête de spécialisation et tout. Il trouve que des CDD, ok ? Pas de CDI. Après bac plus 7, je crois, ok ? Et t'en as un autre, après une super spécialisation, ingénieur informatique, tout ça, bah en fait, on lui a dit que sur cette spécialisation-là, il y avait 8 à 12 mois pour trouver un job. Et donc le mec, il s'est retrouvé à taffer dans un truc qui n'était pas du tout relié à son métier d'ingénieur. Donc, narrative, histoire qu'on raconte. Autre exemple, école de commerce. Moi, j'ai fait une école de commerce. Pourquoi j'ai fait une école de commerce ? C'est que quand je me suis rendu compte que je voulais entreprendre, créer des business, créer ma boîte et tout,
J'ai demandé naïvement quelles sont les études pour faire ça, parce que de ce que j'avais entendu, bon bah c'est normal, tout le monde le fait, prof social, tout le monde fait des études, faut que je fasse des études aussi, ok. Donc, quelles sont les études pour devenir entrepreneur? Et j'ai écouté des gens qui n'y connaissaient rien, mais qui avaient plus de statut que moi, plus d'autorité que moi, et qui m'ont dit, faut faire une école de commerce, les meilleures écoles de commerce possibles. Ce que j'ai fait. Et puis en fait, j'arrive et je me rends compte qu'ils t'apprennent rien sur le business. Et que la plupart des cours sont bullshit. Voilà. Narrative. Et tout ça, tous ces biais là que tu vois, et ces moments où ça ne marche pas, il y a bien une raison, c'est tout simplement parce qu'ils ne sont pas fiables. Un raisonnement par analogie, pas fiable. Mais en réalité, c'est bien pire que ça. Et c'est là où on rentre en dessous de l'iceberg carrément. En fait, le problème avec le raisonnement par analogie, c'est qu'il y a des gens qui ont conscience de ces biais. Conscience que tu réfléchis comme ça. Et il y a surtout des gens qui ont intérêt à ce que tu penses comme ça. Que tu fasses telle ou telle chose. Dès lors, en fait, quand tu n'utilises que le raisonnement par analogie, que c'est ton raisonnement par défaut, même les autres, encore une fois, c'est toujours le même principe, en fait, tu deviens extrêmement et facilement manipulable. Exemple, tes parents. Est-ce que tes parents veulent que tu sois heureux? Parce que c'est ça le raccourci que tu fais dans ta tête. Ils veulent mon bien, mes parents. Ils me disent de faire un truc, c'est qu'ils ont raison. Bah non! Tes parents, ils veulent pas que tu sois heureux. Ils veulent pas ton bonheur. Ce qu'ils veulent, c'est que tu sois en sécurité. Pour que eux, ils n'aient pas à se soucier de toi. Ou ils veulent renforcer leur statut social grâce à toi. Et c'est-à-dire que la plupart des parents, il ne faut pas spécialement réfléchir au fond à qu'est-ce qui va faire de toi le plus heureux, qu'est-ce qui va te convenir. Non. Ils vont penser à, ok, qu'est-ce qui a fait le plus de chances pour lui d'être en sécurité, de gagner de l'argent pour que j'ai pas à m'en occuper, en réalité, pour que j'ai ce point en moins, et qu'est-ce qui va me valoriser socialement auprès de mes amis et de mon groupe, moi, si mon fils ou ma fille fait telle chose. Qu'est-ce qui va me valoriser socialement? Qu'est-ce qui va faire dire à mes potes, putain, ah ouais, il est chaud, et qu'est-ce qui va dire au fond, je suis un bon parent, ok, j'ai réussi ma vie. Voilà le logiciel des parents. Pareil dans les news. Il y a des informations qui passent, ok. Mais derrière, quel est le message qu'ils veulent me faire passer? Quelle est l'histoire qu'on veut me raconter? Qu'est-ce qu'on veut que je croie? Ok. Pareil, les politiques, est-ce qu'ils veulent vraiment m'aider? Ou bien les actions qu'ils font, c'est pour leur carrière? C'est pour se faire élire? Et moi-même, je connais ces biais, donc je les utilise sur toi, dans la structure de ce cours, dans la miniature de la vidéo, dans le titre de la vidéo, pour que tu cliques, parce que j'ai un intérêt égoïste à ce que tu regardes ma vidéo. C'est quoi mon intérêt égoïste à ce que tu regardes ma vidéo? Moi, mon intérêt, c'est que si j'ai de la visibilité sur Internet aujourd'hui, si j'ai de la notoriété et tout, j'aimerais bien que ce soit pour ça, pour de la valeur que j'apporte. Et aussi, on verra ça dans un prochain principe, qui s'appelle le principe vrai reconnaisse vrai. Si je fais ça aussi, c'est pour pouvoir attirer des gens talentueux à moi. C'est même pas pour vendre quoi que ce soit, c'est pour que, de par le travail que je mets sur Internet, bah, y ait d'autres gens qui font du bon travail aussi, et qui deviennent mes potes, par exemple, aussi. Donc c'est à la fois pour laisser une trace, pour apporter de la valeur, pour me créer de... C'est égoïste aussi ce que je fais. Et si j'arrive à le faire comme ça, c'est parce que j'ai conscience de ces biais. Mais ces personnes qui font ça, que ce soit tes parents, que ce soit les news, que ce soit les politiques, etc., ce sont pas des personnes mauvaises, ce sont pas des personnes méchantes. C'est juste que ce sont des humains. Et tout comme toi, ils ont des désirs, ils ont des intérêts. Et ils auront surtout intérêt à ce que tes désirs soient alignés avec les leurs, quitte à ce que toi-même tu perds ton chemin en route. Et c'est ça le problème, c'est ça le risque, c'est que quand tu ne penses pas par toi-même, retiens que c'est quelqu'un d'autre qui le fait pour toi. Et c'est ça qu'il faut retenir, et c'est ça le risque, c'est que quand tu ne penses pas par toi-même, c'est quelqu'un d'autre qui le fait pour toi. Et ça, a des risques et périls. Si tu veux en apprendre un peu plus sur ça, creuser sur cette question de la narrative, du conditionnement, etc. et tout ça, je te propose les 3 livres suivants. Considération morale de Hannah Arendt, c'est un petit livre, pas long, pas facile à lire, mais tu comprends assez bien le principe à l'intérieur. C'est elle qui a interrogé les nazis après-guerre, ok, pour essayer de comprendre pourquoi ils ont fait autant d'horreurs. Est-ce que ce sont des mauvaises personnes au fond? Il y en avait, mais spoiler, pas tous. Et c'est intéressant de comprendre pourquoi, comment on en vient à ça. Et ça participe justement à ces raisonnements par analogie, à cette absence de raisonnement. Pareil, classique influence et manipulation, propaganda de Edouard Bernays, on verra ça une prochaine fois. Mais est-ce que ça signifie alors qu'il faut virer complotiste? On dit coucou à Cyril. Est-ce que ça signifie que tout le monde ment? Bah en fait non. En fait, peut-être que tes parents ont raison, peut-être que Cyril a raison, peut-être que les médias ont raison, peut-être que toutes ces personnes qui font tous ensemble telles actions ont raison. Est-ce qu'au final, ce qu'on te dit, c'est vrai ou pas? Peut-être, j'en sais rien.
En fait, c'est même pas le sujet. Le problème, c'est qu'avec ce type de raisonnement par analogie, tu ne te poses même pas la question. Est-ce que c'est vrai? Tu ne remets pas en cause ce qu'on te dit du seul fait de ton modèle de raisonnement. C'est-à-dire que tu ne t'arrêtes jamais pour te demander, est-ce que c'est vrai ce qu'on me dit? Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre façon de penser, de faire qui existe, une autre solution qui n'est peut-être même pas connue? Quel est l'intérêt de la personne qui me dit ça en face? Est-ce que je ne me fais pas manipuler? Quel est le message qu'on veut me faire passer en me disant ça, en me donnant telle ou telle information? C'est ça les questions que tu ne te poses pas. Mais c'est là où il faut comprendre la nuance, c'est pour ça que c'est pas un propos qui est facile. La nuance, c'est que, comme pour les sentiments, les émotions, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre en compte les éléments en question, l'autorité, la preuve sociale, les narratives, etc. Ça veut dire simplement qu'il faut faire attention à ne pas succomber aux raccourcis immédiats. Parce que si tu n'utilises que les raccourcis, comment tu fais quand la réponse est non? Quand ça ne va pas dans le sens de ce que tu veux obtenir? Comment tu fais quand personne ne fait comme ça? Comment tu fais pour avoir des résultats différents si tu utilises le même raisonnement que tout le monde? Comment tu fais pour accéder au secret si tu utilises les mêmes infos que tout le monde pour baser ta réflexion, ton raisonnement? Alors peut-être qu'à ce stade, maintenant t'es un peu perdu. D'un côté je te dis qu'il faut pas t'écouter toi, mais d'un autre côté faut pas écouter les autres non plus. Alors comment tu fais, comment on fait pour réfléchir par soi-même? Et c'est là qu'on en vient à la partie 2, le raisonnement en principe premier. Bon allez, là on s'est bien échauffé, on va rentrer dans le divertissement maintenant. Le raisonnement en principe premier, je l'ai teasé de fou, qu'est-ce que c'est? Est-ce que Boris c'est une fraude? Alors c'est quoi le truc qui est censé changer ta vie? On va voir ça dès maintenant. Tout d'abord, de quoi je parle quand je dis un principe premier? C'est quoi, typiquement? En fait, ce terme, ça provient d'un postulat de base que tout peut être divisé en catégories et sous-catégories. Ça vient d'Aristote, ça. Et la plus petite sous-catégorie dans n'importe quel domaine, c'est ce qu'on appelle un principe premier. Dit autrement, un principe premier, c'est une base, c'est un fondement, c'est la cause première de quelque chose. Et le cheminement mental pour trouver un principe premier, c'est comme le jeu des poupées russes. Là, typiquement, au départ, t'as le gros Homer, et le principe premier du gros Homer, c'est le petit Homer. C'est ça. Je vais te donner des exemples tout de suite pour que tu captes là où je veux en venir. C'est quoi le principe premier, ou les principes premiers du langage, par exemple? Là, je te parle. C'est quoi les principes premiers du langage? La base, le fondement. La plus petite sous-catégorie dans laquelle on peut diviser le langage. L'alphabet. On part de l'alphabet qu'on construit, il y a des lettres, on assemble ces lettres, on crée des mots, ensuite des groupes de mots, ensuite des phrases, ensuite des paragraphes. On construit le langage. On peut s'exprimer grâce à ça. Ok. C'est quoi les principes premiers des mathématiques? Le fondement, la base des mathématiques. Les mathématiques, ça repose sur l'idée qu'on peut partir d'axiomes, donc ce qu'on appelle des vérités de base admises, et en dériver des conclusions logiques par le raisonnement pur. Sans charabia, c'est dans l'arithmétique de base, dans les mathématiques, 1 plus 1 égale 2. C'est la base des mathématiques. Si 1 plus 1 n'est pas égal à 2, toutes les équations, tout le reste, ça ne marche pas, ça fonctionne pas, il n'y a pas d'architecte, il n'y a rien, ok? C'est ça la base des mathématiques. Autre exemple, c'est quoi le principe premier de l'univers? De tout ce qu'il y a. C'est quoi le principe premier, ok, de l'univers, dans toute sa globalité? C'est quoi? Généralement, on parle du Big Bang, d'accord? Ok, je m'amuse, c'est cadeau. Comment on en est venu à la théorie du Big Bang très rapidement? C'est qu'il y a un mec qui s'appelle James Hubble, je crois, qui a donné le nom d'ailleurs au télescope Hubble, le télescope le plus puissant, je crois, ou peut-être ça a changé maintenant, j'en sais rien. En gros, il a observé les tréfonds de l'univers, et il s'est rendu compte que les galaxies, les étoiles, elles s'éloignent, ok, d'elles-mêmes. Elles se détendent et elles s'éloignent d'elles-mêmes, ok? Et en fait, comme il n'y a pas de raison qu'elles s'éloignent dans un sens ou dans un autre, ça veut dire qu'elles s'éloignent dans toutes les directions en même temps, et ça signifie que en fait, l'univers, c'est une sphère. Parce qu'elles vont dans toutes les directions en même temps. Donc c'est une sphère. Ok? C'est fini ou infini, on sait pas. Ok, il y a des théories là-dessus, on s'en tape. C'est une sphère, l'univers. Et en fait, si l'univers est en expansion, comme l'a dit Hubble, il fait ça, la sphère, elle continue de grossir. Mais si on rétro-ingénière, si on fait une rétro-ingénierie de l'univers, ça veut dire si on pense le schéma de l'expansion à l'inverse. Ça signifie que l'univers, à un moment donné, s'est contracté, il était extrêmement petit. Il y a bien un temps zéro où l'univers était extrêmement petit, et après, il est parti en expansion avec tout ce bordel.
Et ce fondement principal de l'univers, c'est ce qu'on appelle une singularité. Bah, ça, c'est le principe premier de l'univers. Et le Big Bang, en fait, c'est une théorie qui considère que la singularité a explosé et a commencé à s'étendre. C'est ça. En réalité, le fondement de l'univers, ce qui vient avant le Big Bang, c'est ce qu'on appelle une singularité, potentiellement. C'est des théories, après, encore une fois, ce qu'on entend, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Voilà. Mais là, je vais aller encore plus concret pour le processus, pour revenir au principe premier, avec un exemple à la con. C'est quoi le principe premier d'une pomme au supermarché? Tu vas dans un supermarché, tu vois une pomme, ok? Elle est bonne ou elle est pas bonne, la pomme? C'est un fait, d'accord? C'est la vérité observable. Comment savoir d'où vient le fait que la pomme soit bonne ou pas? Si tu décomposes, si tu reviens à la base de la pomme le plus vite possible, ça fait comme les... À chaque fois, tu enlèves une couche, comme les poupées russes, une pomme, elle est dans le rayon. Ensuite, la pomme, si on revient juste avant qu'elle soit dans le rayon, elle était dans un carton. Ensuite, elle était dans un carton qui était dans un camion qui l'a amené. Ensuite, la pomme, elle provient d'une récolte. Cette récolte provient de l'arbre. L'arbre, qu'est-ce qui fait que la pomme sur l'arbre qu'on a récolté, elle est bien ou elle est pas bien? C'est les plantations, c'est les fondements de l'arbre, les racines. Qu'est-ce qui fait les fondements de l'arbre et d'une racine? Potentiellement, les engrais qu'on a mis, les intrants agricoles, les graines qu'on a utilisées, j'en sais rien. Si on va encore plus loin, principe premier de la pomme, la composition chimique, moléculaire de la pomme, ou alors des implants, ou alors des intrants agricoles qu'on a mis pour obtenir l'arbre. Eh bien, si tu veux trouver la raison de pourquoi la pomme n'est pas bonne, ok, tu peux voir au niveau de la récolte, tu peux voir au niveau de comment on l'a acheminée jusqu'au supermarché, tu peux voir comment on l'a cueillie, tu peux voir quels engrais on a utilisés, tu peux voir la composition chimique, est-ce qu'elle a été modifiée ou pas. Voilà ce qu'on appelle décomposer en principe premier. Et après ça, maintenant que tu as compris ce que c'est un principe premier, quel est le putain de raisonnement en principe premier dont je parlais dès le départ? Raisonner en principe premier, c'est commencer ta réflexion en te posant la question, qu'est-ce qui reste vrai? Ok? Pas qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je pense vrai, qu'est-ce qu'on m'a dit qui est vrai, mes parents, mes amis, les news, autorités, preuves sociales. Non, par vrai, j'entends qu'est-ce qui ne peut être nié, remis en cause. Uniquement le concret, le factuel, ce dont tu peux être sûr, totalement fiable. Et c'est à partir de ça que tu vas baser ton raisonnement pour te faire un avis, prendre des décisions, résoudre tes problèmes, trouver des solutions novatrices. Rien d'autre. Au cas où c'est pas clair, je vais volontairement le dire de manière différente. Raisonner en principe premier, c'est réduire une idée, un problème, une personne à ses vérités fondamentales et raisonner à partir de là. C'est quand tu as un problème, au lieu de succomber aux émotions immédiates, à ce qu'on te dit, te laisser influencer par ce qu'on te dit, chercher à savoir comment les autres font, tu dis, pause. De quoi on parle? Qu'est-ce qui reste vrai? Revenons à la base, revenons au principe premier, et réfléchissons à partir de là. Ou encore, raisonner en principe premier, ce n'est pas s'acharner sur un problème au niveau du problème, de ce qui est connu, mais le décomposer, comprendre les éléments constitutifs qui se cachent derrière afin de pouvoir les réorganiser de manière plus créative ou plus logique, puis de reconstruire une solution. C'est bien beau la théorie, on va voir comment on l'applique concrètement maintenant dans ta vie avec la méthode VPPS. On va voir le petit schéma d'explication, les différentes étapes pour appliquer le principe, et les différents exemples. Alors, raisonner en principe premier, ça intervient en 3 étapes. Étape 1, vérité observable. La vérité observable, c'est ça, ok? C'est-à-dire, tu as un problème, tu as une idée, tu as une situation particulière, tu dois te forger un avis, tu entends quelque chose. Ok, pause, de quoi on parle? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui reste vrai? Quels sont les faits? Quelles sont les informations concrètes, factuelles que tu as à ta disposition? Quels sont les différents éléments constitutifs du problème, de la situation? Et là, note, l'exercice qu'on va faire, et ce qui peut être intéressant aussi quand je vais te donner les exemples, c'est de faire l'exercice de distinguer de toi-même les narratives et les autres biais éventuels. C'est-à-dire que quand tu vas faire face au problème, il y aura des trucs inconscients, naturellement, par défaut, qui vont venir dans ta tête, auxquels tu vas penser « Ah, mais j'ai entendu que... Ah, mais qu'est-ce qu'on dit là-dessus? Ah, mais peut-être que je devrais demander à... » Ok. Qu'est-ce que je ressens? Ok, non. Tu vas dire pause. Tu sens que ça arrive? Non, tu dis pause. De quoi on parle? Qu'est-ce qui reste vrai? Une fois que tu as établi la vérité observable, factuelle que tu as à ta disposition, tu vas la déconstruire. Et tu vas revenir au principe premier. Et c'est là où tu vas jouer aux poupées russes, comme dans l'exemple que je t'ai donné.
c'est là où tu vas partir à la chasse aux principes premiers, aux vérités fondamentales de la situation, de la problématique que tu traites actuellement. Et t'inquiète pas, on va venir dans les exemples directement, tu vas voir, c'est très concret. Et étape 3, solution, nouvelle vérité. Et c'est là que ces principes premiers, tu vas essayer de les isoler, de les assembler, de les remplacer, de les tordre pour pouvoir créer des solutions novatrices, afin de te construire une nouvelle réalité. Et on passe tout de suite à l'exemple, on perd pas de temps. Premier exemple, le Coca Zéro. Comment on utilise le principe premier pour créer le Coca Zéro, pour créer un nouveau produit innovant. Contexte, dans les années 2000, Coca-Cola, il fait face à un gros problème qui est décomposé en plusieurs problèmes, mais les gens, il y a une sorte de prise de conscience sur la santé, etc. Et donc, il y a une baisse de la consommation des boissons sucrées, et notamment du Coca. Il y a aussi un vieillissement du public de Coca Light, qui était davantage associé à une cible féminine, et tu as aussi une nouvelle génération d'hommes jeunes, 18-35 ans, que ce serait cool d'aller les chercher. Le problème, c'est que tout ce qui est associé à la diète, light, tout ça, c'est vu comme un truc de gonzesse, pour le dire vulgairement. Donc t'es Coca, comment tu fais pour réfléchir ton problème en utilisant les principes premiers? Étape 1, pause. Qu'est-ce qui est vrai? Là, on n'a pas encore le Coca Zéro, on a juste le Coca. Qu'est-ce qui est vrai par rapport au Coca? Pourquoi les gens boivent du Coca? Principe premier, les gens, pourquoi ils boivent du Coca? Si on revient à la base. Pour le goût, pour le plaisir, pour la sensation de fraîcheur. Ok? Et là, si on isole et on essaye d'identifier la pensée conventionnelle, c'est les gens, ce qu'on va te dire, si les gens raisonnent par rapport au Coca à cette époque, c'est, ok, les gens aiment le Coca pour son goût sucré, donc si on enlève le sucre, ils vont plus aimer. Et ça donne le résultat typique du Coca Light, on ajoute un peu moins de sucre, mais on supprime pas totalement, et ça donne le Coca Light. Maintenant, si on déconstruit le problème, ok, et qu'on revient au principe premier, aux vérités fondamentales, on décompose le problème en principe premier, c'est parti, poupée russe. Les gens, ils aiment le Coca, ils boivent du Coca pour le goût, pour le plaisir, pour la sensation de fraîcheur. Ok, on part sur le goût. Principe premier du goût, qu'est-ce qui donne le goût? Ok, le sucre. Principe premier du sucre, on descend encore. Le sucre, c'est quoi? C'est ce qui est responsable donc du goût sucré, mais aussi des calories. Le problème, est-ce que c'est le goût sucré et les calories, ou c'est juste les calories? Ce sont les calories, ok? La question, en raisonnant à partir de ça, des principes premiers, c'est peut-on reproduire le goût du sucre alors, sans les calories? Si on revient, et là ça demande de revenir encore, de redescendre une couche, de revenir à la base encore, le sucre, c'est quoi? Le Coca, il y a quoi comme molécule à l'intérieur? Il y a quoi comme ingrédient dans le Coca? Ok. Est-ce que, au niveau moléculaire, est-ce qu'il existe des molécules qui imitent le sucre, mais qui n'apportent pas d'énergie, qui n'apportent pas de calories? Et c'est à partir de ces questions que tu établis, tu bases ta réflexion sur les principes premiers, que là, tu vas reconstruire une nouvelle vérité, une nouvelle solution. Ouais, là, tu découvres, en te posant les bonnes questions, issus des principes premiers, qu'il existe des édulcorants, comme l'aspartame, l'acésulfame-K, je crois que j'ai noté, ouais, grâce auquel, en fait, tu peux garder le goût sucré, supprimer les calories. Et là, tout d'un coup, c'est comme ça que naît le Coca Zéro, qui n'est plus juste une version allégée, c'est un produit repensé à partir des besoins des principes premiers. Offrir le goût du Coca, plus le plaisir, zéro sucre. Nouvelle solution, banger absolu. Deuxième exemple, mainstream business, après on va passer aux exemples plus drôles. Tesla, on a parlé d'Elon Musk tout à l'heure, on s'en fout. Tesla, apparemment, ça floppe en ce moment, on s'en tape. Le fait est, comme on l'a dit, Elon Musk, 4 boîtes valorisées à plusieurs milliards, ok? Déjà, va faire une boîte à 1 milliard, va en faire 4, ok? Elon Musk, il t'explique que c'est grâce au principe premier, comment il a fait pour imaginer Tesla. D'accord? Contexte. Musk, il veut attaquer le marché de la voiture électrique. Ok? Le problème, c'est qu'une batterie, ça coûte cher. Trop cher. Ce qui rend les voitures électriques peu accessibles, peu puissantes, et surtout très peu rentables à produire. D'accord? Si on est Musk, et qu'à ce moment-là, on raisonne un principe premier, qu'est-ce que ça donne? Étape 1, pause. Qu'est-ce qui reste vrai? On dit que ça coûte cher. Combien? De quoi on parle? Les batteries, ça coûte $600 par kilowatt. Ok? La pensée en analogie à ce moment-là, c'est ok, mais 600 kW par heure, ok, donc une voiture électrique de qualité, ça coûte forcément très cher. C'est pas rentable forcément. Et ça pourra jamais donc égaler nos voitures thermiques. D'accord? Ça, c'est la pensée par analogie. D'ailleurs, c'est ce que lui ont dit les scientifiques, les experts du domaine qui s'y connaissaient. D'ailleurs, c'est pareil pour SpaceX, mais ça, c'est un autre exemple, on s'en fout, on va pas tous les voir non plus. Il faut le laisser dormir un peu, Elon. Donc là, si on revient au principe premier. Au principe premier de, ok, on a dit les batteries, ça coûte 600 kW par heure. Ok. Pourquoi ça coûte ça? C'est quoi les principes premiers? Quels sont, de quoi
on a dit une batterie. C'est quoi les principes premiers d'une batterie lithium-ion au niveau atomique? Il identifie aluminium, nickel, cobalt, lithium, graphite. Ok? Ça, ce sont les principes premiers. Ça, ce sont les vérités fondamentales du problème. Étape 3, vérité fondamentale. Là, tu as les différentes composantes d'une batterie au lithium qui sont responsables du problème qu'on adresse aujourd'hui. Reconstruction. Qu'est-ce qu'il fait? Il isole les principes premiers, il regarde le prix des matières premières séparément, et il constate que le coût réel des matériaux est bien inférieur au coût des batteries vendues sur le marché. Du coup, il se dit, attends, si je reconçois la chaîne de production, peut-être que je peux fabriquer des batteries beaucoup moins chères. C'est ce qu'il fait. Résultat, Tesla fabrique ses propres batteries en les repensant de A à Z. La réduction drastique des coûts des batteries. Les batteries, elles deviennent beaucoup moins chères. Meilleure autonomie, prix compétitif, succès de Tesla, l'industrie auto entière suit derrière. Principe premier. Maintenant, passons aux exemples un petit peu plus divertissants. Comment se faire un avis sur quelqu'un grâce au principe premier. Et donc on va le voir, est-ce que je suis un fils de pute? Un peu de contexte. On va considérer que tu as vu quelques-unes de mes vidéos et que tu les aimes bien. Mais soudainement, je me retrouve dans un shitstorm sur internet. Quelqu'un a dit « Boris est un fils de pute », que je raconte de la merde, que je ne suis pas légitime. Problème, Boris est-il un fils de pute? Dois-je arrêter de l'écouter? C'est ça le problème qu'on va essayer de résoudre maintenant. Étape 1. Pause, qu'est-ce qui reste vrai? De quoi on parle? Boris est-il un fils de pute? Qu'est-ce qui reste vrai? Est-ce que j'en ai la preuve formelle, outre les « on dit » Non. Est-ce que Boris, il t'a fait quelque chose? Il t'a rien fait, Boris, on parle de moi. Mais donc l'autre partie du problème, c'est « Ok, Boris dit de la merde, il n'est pas légitime, alors il faut arrêter d'écouter ce mec. » Et là, ça devient un problème intéressant sur lequel se pencher, parce que ça peut remettre peut-être en question, et à raison, ton attrait pour mes vidéos, et ça te permet, que ce soit vrai ou pas, de te poser la question, est-ce que c'est une bonne chose de regarder mes vidéos ou pas? Et la problématique sous-jacente est donc, avec tout ce que j'entends, les vidéos de Boris méritent-elles toujours mon attention? C'est ça, le fond du problème. Maintenant, étape 2, revenons au principe premier, déconstruisons un petit peu le problème. Est-ce que Boris mérite mon attention? De quoi on parle? Qu'est-ce qui mérite ton attention, de manière générale? Quels sont les principes premiers de ce qui mérite ton attention? Ou de ce qui devrait mériter ton attention? Si on revient à la base, qu'est-ce qui devrait mériter ton attention? Quelque chose de nouveau, donc que tu ne connais pas, quelque chose d'utile, quelque chose de divertissant, quelque chose d'inspirant, quelque chose que tu écoutes et qui te donne un sentiment de supériorité ou un sentiment de travail sur toi. Et donc là, si on regarde juste les faits à partir de ça, déjà, si je regarde cette vidéo, c'est que Boris a réussi à m'avoir. Il a réussi à me prendre de mon temps pour regarder cette vidéo. Ok. Maintenant, les questions sous-jacentes face à ces principes premiers, c'est ok, est-ce que la miniature et le titre sont d'accord avec la vidéo? Est-ce que Boris, donc, me ment dans la vidéo? Est-ce qu'il a délivré le titre de sa vidéo? C'est déjà un premier indicateur. Ou alors, du coup, utilité, est-ce que ce mec m'apprend un truc? Est-ce qu'il dit la même chose que tout le monde? Est-ce que c'est nouveau un petit peu ce qu'il me dit? Est-ce que j'ai déjà vu ça autre part? Est-ce que j'apprécie ce que j'entends? Est-ce que je me sens bien quand j'écoute sa vidéo, sa voix, etc. Ça compte. Est-ce que j'ai l'impression de progresser en l'écoutant sur moi-même? Est-ce que ce qu'il dit, c'est compréhensible? C'est suffisamment vulgarisé? Et ça, ce sont des questions principes premiers, ok? C'est des questions de base, pour voir est-ce que je mérite ton attention. Étape 3, tu établis tes conclusions à partir de ces principes premiers, de ce que tu sais être vrai factuellement. Si, aux questions qu'on a posées, il peut y en avoir d'autres, t'as beaucoup plus de réponses négatives, ouais, en fait, je me rends compte que son contenu, il est pas si ouf que ça. Il m'a avec ses miniatures ou avec son contenu, mais bon, il y a peu de valeur au fond, donc autant que j'arrête. En plus, ça se trouve, ce qu'on dit, c'est vrai. Ok. Maintenant, s'il y a beaucoup plus de réponses positives, bon, est-ce que c'est un fils de pute, un escroc, un menteur? Je sais pas. Par contre, tout ce que je sais, c'est que ces vidéos, bon, elles sont bien. Ou alors, elles m'apportent de la valeur. Ou alors, en tout cas, elles m'apportent quelque chose. Donc, je continue. Et donc, tu vois, encore une fois, on a basé un raisonnement, pas sur ce qu'on a entendu, ce qu'on pense vrai, ce qu'on entend. Non, on a basé son raisonnement sur ce qui est vrai, sur des principes premiers pour faire une décision. Ok, deuxième exemple un peu farfelu, comment se faire une opinion sur un sujet grâce aux principes premiers? Contexte, avoir une opinion sur l'immobilier. Quand j'ai écrit ça, j'ai pensé à ça parce que j'avais rencontré une meuf, et elle m'avait dit « Attends, tu loues ton appartement ?»
Mais ça te fait pas chier de perdre de l'argent comme ça? C'est de l'argent jeté par les fenêtres, hein. Elle parlait comme ça. Et généralement, l'immobilier, tout le monde est un peu d'accord, genre c'est bah ouais, l'immo, c'est bien, il faut investir dans la pierre, c'est le plus sûr. Acheter, c'est investir, louer, c'est jeter de l'argent par les fenêtres. Ou bien, et puis même, c'est important dans la vie, c'est une étape, c'est un investissement sûr, tu te mets en sécurité, t'as quelque chose à léguer, t'es un adulte, quoi. Ah ouais, on est sûr de ça? Moi, de mon expérience, mon père a acheté un appart. Il avait décidé d'acheter un appartement, de faire un investissement qu'on lui avait conseillé, et notamment, il voulait un appartement pour sa retraite, pour qu'il puisse vieillir et pas être dans sa maison et tout ça, parce qu'il y a un étage. Ok, on s'en fout. Bah ça a été l'une des plus grosses galères de sa vie. Il a même été fiché Banque de France à cause de ça. Pourquoi? Parce que, ok, c'est bien beau, il avait son appart et tout, il avait décoré comme il voulait, il avait fait des murs, nanana, nanana, et il avait décidé de le louer avec un bon loyer et tout, mais les gens à l'intérieur ont décidé de ne pas payer. Ils ont pas payé pendant 3 ans. Et avec les règles en France, tu pouvais pas les déloger. Avec les règles en France, les procès, ça prend des années. Et donc du coup, il a perdu énormément d'argent, il a été obligé de le revendre à la banque, l'appartement. Il a rien gagné dessus, même. Alors qu'il a payé pendant des années, ça couvrait même pas tout le loyer. Enfin bref, une grosse galère. Autre exemple, mon oncle. Mon oncle, il a un appart à Paris, ok? Sauf que, à un moment donné, il y avait une femme qui était dedans, et elle avait décidé de dire je ne paye plus le loyer et je me barre pas. Elle a attendu la trêve hivernale, du coup on pouvait pas la déloger, elle est restée là-dedans pendant 2 ans. Au moment où on a fini par la déloger, ou elle a fini plutôt par se barrer d'elle-même finalement, avec les huissiers et tout ça, quand ils sont rentrés dans l'appartement c'était un squat pas possible, il y avait des excréments partout, c'était dégueulasse, il fallait le refaire entièrement, ok? C'était une galère pas possible à gérer, ok? Mon grand-père, encore lui, dans sa maison, ok, il louait le bas. Il vivait en haut avec ma grand-mère. Et il avait décidé, pour faire un petit complément de revenu, parce qu'il n'avait pas une énorme retraite, tout ça, de louer le bas. Bah, la femme, elle n'a pas payé le loyer non plus, pendant 6 mois. Et quand elle est partie, là pareil, il a retrouvé l'appart en bordel. Il s'est dit, plus jamais je loue de ma vie, c'est trop compliqué, trop de choses, et il pouvait pas la déloger, etc. Et même, ça lui avait fait un stress pas possible chez lui, ok? Immobilier. Donc voici l'expérience que j'en ai, moi, de ça, l'expérience proche de ma famille. Est-ce que ça veut dire pour autant que l'immobilier est une mauvaise chose dans ma conception? Est-ce que ça veut dire que je n'aurai jamais d'immobilier? Et que je pense maintenant que c'est de la merde? Non! Non! De la même façon que je ne veux pas contracter un prêt et m'endetter ou directement investir dans la pierre parce que c'est ce que tout le monde dit ou fait, bah je vais pas non plus penser parce que mes proches ont eu des mauvaises expériences. Tout simplement, pourquoi? Parce que je ne base pas mon raisonnement sur ce que j'ai entendu. Tu captes? Raisonnement en principe premier, étape 1, pause. Qu'est-ce qui reste vrai? Note, avant de parler de ça, parfois on manque simplement d'informations sur un sujet, même pour se bâtir une réflexion. Alors, quand c'est le cas, vaut mieux rester humble et ne pas trop l'ouvrir. Ça évite de passer pour un con. Juste comme ça. Alors moi, pendant quelques mois, j'ai été directeur marketing d'une boîte dans la gestion privée pour un pote, et d'investissement, d'accord? Notamment immobilier. Donc j'ai pu avoir une overview complète de l'investissement de manière générale, et surtout dans l'immobilier. Donc je sais à peu près de quoi je parle. Non, en fait ça c'est un argument d'autorité, tu n'écoutes pas ça. Pause. Qu'est-ce qui reste vrai? On va raisonner comme si je n'avais pas cette expérience. La première étape pour se demander, ok, qu'est-ce que j'en pense de l'immobilier, c'est, moi, ok, immobilier, est-ce que j'ai les fonds ou pas? C'est tout con, mais pour faire de l'immobilier, déjà, il faut pouvoir acheter un bien, donc avoir de l'argent. On est d'accord? Pour moi, c'est ça la base, ok? Et là, les narratifs commencent, on s'en fout, tu peux emprunter. Descendons encore. Principe premier. Un emprunt, de quoi on parle? Emprunter égale s'endetter. Ça veut dire quoi, s'endetter? S'endetter, ce que j'ai appris, c'est que c'est une perte de pouvoir de négociation face à la vie. Quand tu n'as pas de capital de départ, quand tu n'as pas d'argent. Pourquoi? Parce que bah oui, tout d'un coup, tu peux plus te permettre de perdre ton CDI. Peut-être que tu peux plus aller en vacances avec le prêt qui a remboursé. Maintenant, tu as une contrainte chaque mois. La dette, c'est un excellent moyen de s'enrichir, ok? Mais quand tu as déjà de l'argent et que tu peux faire un effet de levier. Sinon, c'est un risque que tu prends. À part si tu as à disposition des secrets, ok? Des strates méconnues de gens ou que tu investis à plusieurs, etc. Cas exceptionnel. Mais généralement, que font les gens? De par cette narrative qu'on entend, cette espèce de passage obligé, ok, j'ai mon premier CDI, etc. Bon bah maintenant, il faut contracter un prêt pour posséder chez moi parce que c'est important, etc. Ok, mais qu'est-ce que tu perds en face? C'est quoi le risque que tu prends en faisant ça? Qu'on ne te dit pas dans la narrative. Mais on continue avec la narrative, ouais, mais c'est quand même un investissement. Qui plus est, le meilleur investissement que tu puisses faire, c'est la pierre, et c'est important.
c'est quoi un bon investissement? Est-ce que j'ai une stratégie derrière ou j'achète pour acheter? Est-ce que l'achat est réellement rentable après impôts, travaux, frais de notaire? Est-ce que l'emplacement, la zone géographique où j'achète, est à risque? Est-ce que mon lifestyle me permet de gérer un bien? Pas non, mais tu délègues dans tous les cas, au pire. Non, est-ce que je connais une société déjà à laquelle je pourrais déléguer? Combien ça va me coûter? Est-ce que je suis toujours rentable après? De quoi on parle? Un bon investissement. Il y a ces questions-là à se poser avant de dire ah, mais c'est la pierre, c'est un bon investissement. Et j'en parle parce qu'on m'a déjà proposé d'acheter un appart, des proches, ok? En mode mais oui, mais on achète, ok. Où on achète? À Paris? Je vais pas développer là-dessus. Mais là, on pourra me dire, ok, mais là, tu loues. C'est quand même jeter ton argent par les fenêtres. Il vaut mieux quand même que tu achètes ta résidence principale. Ne serait-ce que pour après, etc., pour tes enfants. Bah en fait, non, ça dépend. Ça dépend de mon lifestyle, ça dépend de ma mobilité géographique. Je compte voyager beaucoup ou pas? La réponse est oui. De mon capital à disposition, est-ce que j'ai une autre façon de faire fructifier l'argent que j'ai déjà? Ai-je du temps à allouer à la gestion, de trouver un appart, de faire les démarches, de nanana? En ce moment, actuellement, non. De mon opinion même sur la succession et le fait de posséder des choses, peut-être. Donc moi, la conclusion que j'ai bâtie, et c'est mon opinion en me basant sur des principes premiers, tu peux arriver à un raisonnement différent avec les principes premiers, ok? C'est à toi qui vois, mais moi, là où j'en suis arrivé, c'est, ok, pour moi, l'IMO, c'est cool, et j'en ferai sûrement à un moment donné, et ça peut être aussi un bon investissement, mais faire de l'IMO pour faire de l'IMO, non. Ça, c'est dangereux, ok? Et il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Pour moi, si tu commences à accumuler du cash, ou alors que tu as un apport conséquent que tu as hérité, ou alors que tu as thésaurisé de l'argent, etc., ouais, faut sérieusement commencer à se poser la question de l'IMO, ok? C'est très important. Si maintenant t'es en CDI, t'es freelance, t'es entrepreneur, tu gagnes pas au moins 10K par mois, l'IMO, je dis pas que c'est une connerie, je dis c'est dangereux. Ok, c'est dangereux, c'est tout ce que je dis. L'IMO en t'embêtant, etc., etc. Je dis juste que c'est dangereux parce que tu as ce qu'on appelle une liability. Tu as quelque chose, tu as une dette, tu as une épée de Damoclès tous les mois qui te tombe sur la tête. Ok? Il y a des choses que tu ne peux plus te permettre quand tu as quelque chose à assurer, en plus d'un loyer, en plus des courses, en plus de nanana. C'est tout ce que je dis. Donc là, on a vu comment se faire une opinion. Maintenant, comment prendre une décision sans graves conséquences grâce au principe premier? Exemple, faire un choix au restaurant. Contexte, tu connais sûrement quelqu'un, ou c'est peut-être toi, ok, qui prend toujours 1000 ans à choisir son plat au restaurant. Et qui finit toujours par faire le mauvais choix, généralement. L'analogie sur ça, quand tu dois faire un choix au restaurant, c'est une décision de merde, ok? Mais je vais te montrer que grâce au principe premier, on peut éviter ça. L'analogie, c'est quoi? C'est tu vas demander aux autres, qu'est-ce qui est bon ici? Vous prenez quoi? Pourquoi? Parce que tu n'as pas confiance en ta propre décision. Étape 1, à la place, pause. Qu'est-ce qui reste vrai? Pourquoi, là, j'ai du mal à choisir? Ok? J'ai peur d'être déçu. Généralement, c'est ça la raison. Ok? Ça, c'est les faits. Là, j'ai peur d'être déçu. Étape 2, on déconstruit le problème. La déception, ça vient de quoi? Ça vient de si tu fais un mauvais choix. C'est quoi un mauvais choix au restaurant? Tu vois, on descend à chaque fois. Principe premier. Un mauvais choix, c'est conditionné par ton envie sur le moment, le risque de ce choix et ton échelle d'acceptation de la déception. Ton envie, ça veut dire quoi? Ok, sur le moment, tu te poses la question, qu'est-ce que j'ai envie de manger aujourd'hui? Viande, poisson, je sais pas, ok. Est-ce que j'ai très faim ou j'ai pas très faim? Est-ce que le plat, du coup, une question qui peut en découler pour te faire ton opinion, est-ce que le plat est copieux ou pas? Qu'est-ce que j'ai mangé ces derniers jours par rapport à ton envie? Et de là, tu peux commencer à aiguiller ton choix. On continue, le risque. J'ai déjà mangé ici? Est-ce que je connais déjà des plats que j'ai déjà goûtés qui sont bons? Ok? Quels sont les plats les plus risqués sur la carte? Quelles sont les valeurs sûres sur la carte? Si par exemple, tu vas dans un bon restaurant et tu demandes un magret de canard, bon, il y a peu de chances que le magret il soit dégueulasse, tu vois. Il y a peu de chances, tu vois. C'est une valeur sûre. Maintenant, si tu demandes un plat élaboré, genre un poulpe ou un truc comme ça, bon, est-ce que tu risques pas d'avoir la chiasse ou est-ce qu'il y a un monde où c'est pas bon si, voilà, si tu veux te faire une folie? Bon, voilà. Et donc, en vient le dernier point, quelle est mon échelle d'acceptation de la déception? C'est-à-dire, est-ce que je me sens de prendre un risque aujourd'hui, en mon âme et conscience? Est-ce que je suis dans un jour où je peux tolérer d'être déçu? Si la réponse est oui, bah, je suis vraiment pas sûr de ce plat, mais j'ai envie de tester, et donc c'est pas grave si c'est pas bon à la fin, mais au moins je m'aurais fait mon test, et j'assumerai ce test-là. Si la réponse est non, j'ai vraiment pas envie d'être déçu, je vais mettre toutes les chances de mon côté, ok, alors je choisis un combo de j'ai envie de manger ça, plus valeur sûre. C'est comment on fait un choix au restaurant, en principe premier? Ça peut paraître con, hein, mais ça peut t'éviter plein de choses, le principe premier. Et là, c'est un exemple un peu simple. Allons-y sur comment prendre une décision complexe grâce au principe premier. Et là, on va voir une décision complexe, celle de la tromperie. Le contexte de la tromperie, c'est quoi? C'est que, généralement, il y a ce que tu dis
quand ça ne t'est jamais arrivé, et il y a ce que tu fais quand ça t'arrive. C'est-à-dire que, ok, tu apprends que tu t'es fait tromper, est-ce que tu dois quitter la personne ou pas qui t'a trompé? C'est une décision qui est complexe. T'as des gens qui, par raisonnement, et pas par réflexion, mais par raccourci, vont se dire « Non, mais moi, si cette personne elle me trompe, je la quitte. Ok, c'est comme ça, c'est mes valeurs, c'est mes principes, il m'a trahi, il m'a trompé, c'est mort, peu importe, c'est mort. » Dans les faits, quand tu regardes bien, quand ça t'arrive, c'est pas aussi simple que ça. Parce qu'il y a peut-être des choses, justement, qui vont peser dans la balance ou pas. La réaction émotionnelle, c'est « Je pète un câble, je me barre, je quitte cette personne, je raye sa caisse, je nique sa vie. » Ça, c'est la réaction émotionnelle typique. La réaction identitaire, c'est « Moi, c'est mort, je suis une personne comme ça, je n'accepte pas la tromperie, c'est mort, je quitte la personne. » Puis il y a l'autre réaction émotionnelle aussi d'ailleurs, de « Bon bah sur le coup, t'es choqué, mais t'aimes la personne, et il y a tout le background derrière, donc c'est plus compliqué que ça. » Et puis à l'analogie, tu vas demander à tes proches « Tu penses quoi, toi ?» Ou bien tu vas demander à la personne « Ok, pourquoi elle a fait ça ?» Tu vas lui demander des explications et tu vas la croire. Et là, tu vas entendre des narratives à la con. Si tu l'aimes, vous pouvez tout surmonter ensemble. Non, mais tous les hommes trompent de nos jours. Ça, c'est des trucs que des meufs disent, par exemple. Ou alors, si une femme vient à te tromper dans l'autre sens, c'est qu'elle ne t'aime plus. Ou alors, si il ou elle t'a trompé une fois, va forcément recommencer. Maintenant, on commence à réfléchir. On va faire l'étape 1 et l'étape 2 en même temps. Pause. Qu'est-ce qui reste vrai? Déjà, en préambule, on pourrait se demander, est-ce que j'ai des enfants ou pas? Est-ce que, si la personne m'a trompé et que j'ai des enfants avec elle, est-ce que je peux me permettre d'avoir une réaction émotionnelle, je me barre, je nique sa vie et tout ça, sans prendre en compte les réactions de ses enfants? De comment ils vont réagir, de comment ils vont se sentir, de comment ça va les impacter. Les enfants sont censés passer avant, généralement. Peu importe la souffrance que tu as à l'intérieur. Bon, après ça encore, c'est une maxime, on est humain, bref. Qu'est-ce qu'on en sait au final? Quid de la tromperie? Mais maintenant, on va se poser les questions. On va revenir au principe premier d'une tromperie. Quid de la tromperie? De quoi parle-t-on quand on dit tromperie? Un bisou en soirée? Une coucherie après une soirée? Une maîtresse ou un amant sur une longue période? Carrément une autre relation en parallèle? Même avoir fait un autre enfant dehors? Apprendre que tu n'es pas le ou la titulaire? Apprendre qu'il ou elle a déjà une famille? Une tromperie avec protection? Sans protection? Une tromperie une fois comme ça, plaisir charnel? Ou développer des sentiments pour quelqu'un d'autre? Tu le vois, il y a différents degrés d'une tromperie. Est-ce qu'un bisou en soirée, c'est le même degré? Est-ce qu'on peut le mettre au même point que, genre, une tromperie, et la personne a déjà une famille, elle te dit qu'elle va les quitter pour toi? Je sais pas si on peut prendre, si c'est la même chose, en fait. Parlons de ça, si on rentre dans la tromperie encore, généralement, le problème d'une tromperie, au-delà de la trahison, c'est le côté social de la tromperie. Ça, on n'y pense jamais, personne ne l'assume véritablement, mais c'est ça qu'il y a derrière. Donc il y a la question quand même de, ok, là, cette tromperie en question, est-ce que tu l'as apprise d'un tiers ou de la personne? Combien de personnes sont au courant, d'accord? Parce que généralement, le fait de partir au-delà des valeurs et des principes contre tromperie, c'est le fait de se sentir humilié en société. Que les gens se foutent de ta gueule, que les gens sache que tu t'es fait tromper, que t'es le cocu ou la cocu de service, et que tu sois resté. C'est ça l'humiliation. Donc, ça joue dans la balance. Est-ce que la personne sait? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont au courant? Est-ce qu'on l'a appris d'autres personnes, etc. Et aussi, quid de la réaction de la personne? Pas ce qu'elle dit, mais est-ce qu'elle nie? Est-ce qu'elle s'en veut? Est-ce qu'elle a agi en conséquence derrière? C'est-à-dire, elle a supprimé l'autre personne, des choses comme ça. Là, on peut se baser sur des éléments tangibles. Ensuite, quid de la relation? Est-ce que le cadre de la relation était bien défini au départ? Doit-il être modifié suite à la tromperie? Et est-ce que je serais prêt à accepter ça? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Parce que, est-ce que c'est la même chose, la même implication, que ce soit en bien ou en mal, hein, de tromper quand vous êtes à 1 mois de relation, puisque ça peut en dire long aussi, quoi, comme vous êtes à, genre, 3, 4, 5 ans de relation. Là aussi, ça peut en dire long aussi. On n'en sait rien, tu vois, mais est-ce que c'est la même chose? Et même, comment ça se passe en dehors de tout ça? Est-ce que tout se passe bien dans votre couple? Genre, c'est l'amour fou, peu de disputes, beaucoup de respect, des actes d'amour et tout ça, souvent, mais ça s'est quand même produit. Pourquoi ça s'est produit alors? Est-ce que dans l'ensemble, c'est un peu la routine et on se fait chier? Est-ce que c'est une raison valable? Est-ce qu'il y a de la communication? Chacun est satisfait? Ou il y a des non-dits, de la frustration, même sexuelle potentiellement, des choses comme ça? Encore une fois, est-ce qu'il fallait pas communiquer avant? Est-ce que c'est une raison valable? Ou alors, est-ce que la relation, en fait, c'est pas un peu de la merde depuis un moment? Il y a tout le temps des disputes, c'est toxique, il y a déjà eu du manque de respect dans la relation, c'est juste la cerise sur le gâteau en vrai. Et de là, ça c'est les vérités observables, les faits à établir, ok? Quelle est la réalité de la situation, les informations à disposition?
Et enfin, principe premier. C'est quoi le principe premier d'une relation qui va dans le bon sens? De l'amour. Et justement, la plupart des gens vont se contenter que de ça. Ok, mais il y a de l'amour, il y a de l'espoir. Non, c'est des conneries. Amour, communication, concession, projet futur partagé, compatibilité, même vision du couple, de l'argent, de la religion, droit et devoir, le rapport de force dans le couple, est-ce qu'il est déséquilibré de ouf? Ok. Et en fait, un dernier point ultra rationnel que les humanistes vont pas kiffer, quid de votre valeur respective sur le marché? En réalité, ça rentre en cause. Et des fois, sans qu'on se l'avoue. Tu t'es fait tromper, ok. Et t'as quel âge? Est-ce que, toi, vis-à-vis du marché du célibat, t'as d'autres options? Est-ce que, de par ta valeur supposée sur le marché du célibat, tu es en capacité de retrouver quelqu'un rapidement, aussi bien? Peut-être, mais ça, il faut généralement être objectif, parce que là, généralement, c'est facile. J'ai vu beaucoup de gens tomber dans le ouais, mais non, mais je trouverais pas mieux, donc autant rester et tout ça, alors que il y a pas mal de choses qui font que tu devrais pas rester malgré tout. Est-ce que, en dehors de ça, le ou la partenaire est rare? Est-ce que c'est une pépite? Parce que ouais, une personne qui au final, c'est une personne moyenne, ok, selon différents critères d'attractivité sur le marché, je suis désolé, je parle en termes un peu inhumains, mais il y a une réalité derrière, ok? Si t'as une personne rare, ok, très convoitée, très désirée, qui a un statut, qui t'apporte que des bonnes choses, etc., et que cette personne, elle t'a trompé, est-ce que ça le justifie? Non. Maintenant, est-ce que ça justifie de partir si toi, en face de ça, t'as pas la même chose à proposer ou t'as trouvé une pépite? Qui sait? Ce qui est intéressant sur ça, c'est que là, tu auras peut-être des pensées émotionnelles d'un côté ou de l'autre vis-à-vis de mon discours. Peut-être que tu vas te dire, ah ouais, mais il est en train de remettre en cause la tromperie, ouais, est-ce que c'est grave et tout? Non, bah si c'est grave, etc. Ou alors, tu vas peut-être te dire, si tu penses déjà que la tromperie n'est pas si grave que ça, tu vas peut-être te dire, ah mais putain, il valide ce que je pense. Non, en fait, aucun des deux. Justement, ce que je fais, ce n'est qu'établir des faits, ok? Des vérités fondamentales à partir desquelles tu dois baser ta réflexion. Et c'est là où on arrive sur l'étape 3. Ce que tu veux faire, en te basant sur les principes premiers, tu vas établir une réflexion et une balance entre la gravité de la tromperie versus la qualité de votre relation et votre valeur respective sur le marché. Et c'est de là que peut-être en viendra la solution de je laisse une chance et j'observe uniquement les actes, par exemple. Encore une fois, juste les faits. Il ou elle a fait une erreur. Bon bah, j'accepte, c'est pas trop grave non plus, la tromperie en elle-même, ou c'était juste une fois, etc. Ou alors même si tu veux accepter plus loin, voilà, c'est toi. Mais à ce moment-là, ok, suite à ça, je regarde les actes. Est-ce que la personne, elle a fait des actes pour changer, pour où le comportement reste le même, etc. Ok. Ou sinon, ça peut être une discussion qui conclut en une modification des termes de la relation. Peut-être que la personne, ça fait une routine depuis un moment, et qu'en fait, bon ben, vous voulez plus tester des choses sexuellement, il y a de la communication qui revient, ou bien vous vous acceptez d'aller voir ailleurs parce que vous aimez quand même, vous allez rester ensemble. C'est une possibilité. Ou alors, tu laisses tomber. La tromperie n'est qu'un symptôme d'une maladie plus grave et incurable, ou c'est quelque chose au final que tu n'acceptes pas parce que ton ego est détruit et en fait tu peux retrouver mieux, et qu'en fait, si cette personne elle t'a trompé, elle ne te mérite pas. C'est une conclusion possible aussi, tu vois. Mais ce sont des conclusions qui doivent être faites à partir de la réalité. Pas ce que tu ressens, pas ton identité, pas les analogies, pas ce que les autres font, ce qu'on te dit, etc. Non, sur les faits. D'ailleurs, mettre les principes premiers dans sa vie, ça évite de se faire tromper aussi. Ensuite, avec un dernier exemple, comment j'ai résolu un problème qui durait depuis des années en 2 semaines, grâce au principe premier. Les hiéroglyphes. Contexte, j'ai toujours écrit très mal depuis petit. Mes amis se foutaient de ma gueule et ils disaient que j'écrivais en hiéroglyphes. Durant ma scolarité, en fait, ça m'a jamais vraiment gêné. C'est-à-dire que toute ma scolarité, en fait, les profs, ils étaient payés pour corriger, ils avaient l'habitude de voir plusieurs écritures et tout ça, que ce soit au collège, au lycée, même au bac, enfin, c'est à chaque fois, c'était des examens, quoi, donc ils allaient corriger dans tous les cas, et d'ailleurs, un truc que je faisais beaucoup, c'est que après chaque devoir, bah, t'avais des profs qui comprenaient pas ce que j'avais écrit, et en fait, j'avais mis la bonne réponse, et j'allais les voir, j'allais gratter des points. C'était ça ma vie, tu vois. Sauf qu'à un moment donné, j'arrive en prépa HEC, ok? Et là, les règles changent, parce que la prépa, c'est un concours. C'est une compétition. Et le correcteur, à un moment donné, il a quand même 500 copies à corriger rapidement, et on m'avait dit ça, à un moment donné, on m'avait dit que, et ce qui était logique finalement, de part des correcteurs, c'est la réalité pour le coup, c'est pas on dit, est-ce que si tu penses que le correcteur, il va prendre le temps d'essayer de déchiffrer ce que t'as écrit, voire même d'essayer de comprendre ce que t'as voulu dire, non, c'est mort. S'il comprend pas, il passe, et ta note suit. Et puis même, c'est un milieu élitiste, et je me suis vite rendu compte que la calligraphie,
C'était un peu un edge, c'était un peu un élément différenciant. Je me rappelle d'une meuf. Le prof il rendait les copies, c'était une disserte de philo culture générale. Il avait dit à la meuf, je sais pas trop ce que t'as voulu dire, mais t'écris tellement bien que vas-y, je t'ai donné une bonne note. Devant tout le monde, ok? Il avait dit ça. Et c'est vrai, ça participe au marketing de la personne. Donc au début, quand je suis arrivé en prépa, je me suis pas forcément remis en question là-dessus. Je me disais qu'en m'appliquant un peu plus, ça passerait. Et à un moment, on a 6 mois de ma dernière chance des concours, et j'ai un problème, c'est que, en fait, j'arrive pas à écrire vite et bien. Je suis toujours à la bourre, le dernier à finir ma copie, il faut limite qu'on m'arrache la copie des mains, et dès que j'essaie d'écrire plus vite, ça devient très difficilement lisible. Là, si on commence au raisonnement au principe premier, réaction émotionnelle d'abord qu'on identifie. Je m'énerve sur mes copies, je pleure, le sort s'acharne contre moi. Je suis pas allé jusque là, mais j'avoue qu'il y a des fois, toutes les fois, à chaque fois quand j'arrivais pas à finir ma copie, j'avoue que j'avais le seum de ouf, tu vois. Mais bizarrement, au début, je cherchais pas à me remettre en question là-dessus. Genre, je me disais, je ferais mieux la prochaine fois. Ouais, mais concrètement, c'est quoi tes actions que tu changes pour ça? Ok, réaction identitaire, que j'ai eue jusqu'à un certain temps. Non, mais c'est comme ça, j'écris mal, je vais pas changer maintenant, c'est comme ça que je suis. Je peux pas faire autrement, c'est pas à 20 ans que je vais changer ma façon d'écrire, c'est pas possible. Et d'ailleurs, c'est une narrative qu'on m'a sortie. On change pas sa façon d'écrire à 6 mois des concours, c'est pas possible. Et puis à un moment donné, je commençais à utiliser les principes premiers. Je savais même pas que c'était ça à l'époque, c'était un raisonnement que j'ai eu naturellement. God bless. Étape 1, pause. Qu'est-ce qui reste vrai? J'écris mal. Ok, c'est quoi quelqu'un qui écrit bien? Là, je suis allé chercher des gens, ok? À un moment donné, j'en ai eu marre. Je suis allé chercher des gens qui écrivaient bien, je leur ai demandé leur copie et j'ai commencé à comparer les deux, ok? Et là, j'ai commencé à me dire, ok, c'est quoi les différences entre moi qui écris de la merde, pourquoi moi c'est pas lisible et eux c'est lisible? Et là, on descend au principe premier. Déconstruction. Quelle est la différence entre mon écriture et celle des autres? Globalement, au départ, j'ai du mal à voir. Principe premier, je zoome encore, au niveau d'une phrase, puis au niveau des mots, et ok, pourquoi ce mot-là, il est pas lisible avec mon écriture? Ah, là, je commence à mettre le doigt dessus. En fait, ton M, on dirait un N. Ton A, on dirait un E. Ton P, on dirait un S. Et donc là, je me dis, ok, j'écris comme ça, c'est quoi le principe premier de l'écriture? La manière dont tu formes les lettres. On apprend ça quand? On apprend ça en CP. Ok? J'ai dû manquer un truc en CP. Hypothèse, si je veux écrire mieux, il faut que j'arrive à mieux former mes lettres. Et de là, étape 3, reconstruction. Hypothèse, si j'arrive à identifier les lettres qui brouillent la visibilité de mes mots, j'aurai des phrases, des textes, des copies plus compréhensibles. Comment faire à ce moment-là? Tuto CP. J'ai tapé sur internet formation des lettres. Véridique, ok? J'ai suivi un cours de CP, une petite prof de CP pour les enfants. J'ai regardé comment on formait les lettres. Et j'ai écrit des milliers de lettres sur du papier pendant 2 semaines pour m'entraîner à écrire des lettres vite, individuellement et de manière lisible. Résultat, 2 semaines plus tard, mon problème était réglé. Quand je montrais mes copies, après coup, à mes potes et même mes potes d'enfance, ils me disaient c'est pas possible, c'est pas toi qui as écrit. Principe premier. Et dernier exemple, comment se différencier dans un milieu concurrentiel malgré la concurrence? Grâce au principe premier, et on va voir comment percer dans le rap. Alors, j'ai jamais fait de rap de ma vie, je connais aucun rappeur personnellement, ok? Maintenant, contexte, demain matin je me réveille et j'ai envie de percer dans le rap. Ça va être quoi la narrative qu'on va me sortir? C'est impossible, blablabla, les seuls gens qui percent aujourd'hui sont des gens qui font de la drill sexy, qui font de la sexy drill, c'est un truc que j'ai entendu dernièrement, je sais pas pourquoi c'est une nouvelle trend, il faut avoir un label, il faut connaître des gens, il faut avoir de l'attraction sur les réseaux, blablabla. Ok, ça c'est les narratifs. Pause, qu'est-ce qui reste vrai? Il y a énormément de rappeurs, ça c'est vrai, des gens même doués, qui ne percent jamais, ça c'est vrai. J'ai aussi un manque d'informations concrètes sur le milieu, j'y connais rien au milieu du rap, et attaquer un milieu, c'est récolter de la data en avant. Donc peut-être que pour déterminer les faits de base, les vérités observables, il faudrait peut-être que je me renseigne un petit peu avant, ok? Outre les narratifs, que j'accumule un maximum d'informations et que je distingue, ok, quelles sont les narratives, quelles sont celles qui ne le sont pas, etc., etc. Et puis aussi, du coup, factuellement, si je veux percer, il va falloir que je me différencie. Si on part sur, ok, revenons au principe premier, déconstruisons. C'est quoi les fondamentaux de percer dans le rap? Les principes premiers, la base de percer dans le rap. Si on revient à la base, c'est quoi le rap? De la musique, de la distribution et une image. Distribution, je parle de marketing, ok? Et l'image que t'as, le visuel du rappeur. Tu sais quoi? Admettons l'image, on n'a pas.
La distribution, on n'a pas, et on veut se différencier par la musique. On va faire que la musique, parce qu'on va pas tout faire. C'est quoi les principes premiers de la musique, notamment du rap? Le style, les lyrics, les paroles, la prod, le son qu'il y a derrière les paroles, le flow, le delivery, la manière dont tu manies les mots, etc. etc. Ok. Ça, ce sont les principes premiers. Étape 3, construction. Sur quoi, moi, avec mes capacités actuelles, si je m'essaye au rap, sur quoi j'ai un edge? Est-ce que j'écris bien? Est-ce que, genre, un style de rap particulier me convient mieux? Est-ce que, genre, je sais faire des prods? Ou alors, est-ce que j'ai une facilité à trouver des prods? Est-ce que je connais quelqu'un qui trouve des prods? Est-ce que le flow, je peux essayer? Est-ce que j'ai une facilité à débiter sur du rap, à kicker, comme on l'appelle, à avoir un flow? Ok. Quel est mon avantage concurrentiel là-dessus? Sur quoi il me sera le plus facile de développer un edge? À l'inverse, si je veux vraiment percer dans le rap, mais j'ai rien. Ok. Exemple, Eminem. Eminem, il a eu un raisonnement en principe premier. Au début, il voulait se différencier, il a étudié le dictionnaire. Pourquoi? Parce que ça lui a permis de faire beaucoup plus de rimes, de jouer avec les mots, et il a eu un focus sur les mots, sur les lyrics, sur sa diction, et ça a fait de lui l'un des plus grands rappeurs de toute sa génération. Mais peut-être de tous les temps, on n'en sait rien. Je sais pas, j'écoute pas de ouf Eminem. Principe premier. Pour conclure cette vidéo, là je t'ai donné pléthore d'exemples d'utilisation des principes premiers. Je pense que tu vois maintenant comment les appliquer. Maintenant, c'est tout le but des 99 principes. Dans le principe 0, on parlait des règles implicites. Des règles implicites, souvent, elles se trouvent grâce aux principes premiers. Et justement, les 99 principes, on va avoir plein de problématiques que tu as dans ta vie, que ce soit argent, relations, amour et tout, et on va les décomposer, on va les défoncer avec les principes premiers pour établir des systèmes, des méthodes que j'ai créées pour pouvoir résoudre tes problèmes, pour pouvoir t'aider à prendre des décisions dans ta vie, pour pouvoir t'aider à te différencier. Et justement, la conclusion, c'est que réussir à te différencier, résoudre tes problèmes, prendre de bonnes décisions, ça tient à une chose, si tu dois retenir, c'est trouver les principes premiers et te baser sur ça pour réfléchir. Maintenant, il arrivera parfois que tu te retrouveras face à des situations, des problèmes plus complexes, où il y aura malheureusement peu d'informations à disposition, où le chemin à emprunter pour résoudre le problème sera un peu flou, très concurrentiel, comme le rap qu'on a vu, mais là je t'ai donné une ébauche, tu vois. Tu entendras plein de choses, mais il sera difficile d'avoir accès à la vérité, de trouver intuitivement les principes premiers, de déterminer, ok, ça c'est une narrative ou c'est vrai, etc., etc. Exemple, demain tu veux te lancer en politique. Bon, la narrative c'est, il faut faire l'ENA, ou Sciences Po, il faut être doué à l'école. Et quand tu creuses un peu, tu te rends compte que t'as plein de fois, t'as des gens qui sont devenus en politique après du droit, t'as des gens qui sont allés en politique, qui sont juste des élus locaux, qui n'ont pas fait forcément des grandes études, etc. Concrètement, c'est quoi la meilleure voie à emprunter pour le devenir? Déjà, une meilleure question, ce serait quelle est la meilleure voie pour toi à emprunter pour le devenir? Et puis même, t'as plein de gens qui ont fait l'ENA, est-ce qu'ils finissent forcément en politique? Non. Donc, la question à ce stade, c'est comment on se crée un plan pour se démarquer dans un environnement concurrentiel quand on part de zéro, quand on a peu de chance, peu d'informations, et qui nous permet de dépasser la concurrence, même de devenir un outsider, de devenir un pirate, de devenir une personne qu'on n'attend pas dans un domaine et qui finit par réussir. Ça, je l'ai utilisé pour réussir dans certains domaines, et j'ai créé un process là-dessus que j'ai documenté, qui s'appelle le protocole des 3 personnes, et ce sera l'objet du principe numéro